Bonsoir, chers téléspectatrices et chers téléspectateurs. Bienvenue sur votre émission, sur le plateau de votre émission, le kiosque sur Zouk Télévision. Nous sommes très heureux de vous accueillir et donc nous sommes partis pour environ 1h30 d'échanges passionnés, plus ou moins animés, avec un plateau relevé, puisque j'ai le privilège d'accueillir 4 chroniqueurs expérimentés qui ont une vision particulière de l'actualité. Nous allons aborder plusieurs thèmes, qu'ils soient nationaux, locaux ou alors internationaux. Et donc, ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir d'abord Michel Branchi, notre éditorialiste de justice. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Alors, quelle est ton actualité en même temps Mon actualité, malheureusement, elle est encore une fois un peu triste parce que nous avons perdu au Parti communiste un homme qui a compté dans son temps, qui s'appelle Bertin Michigan. Bertin Michigan a été, pendant de nombreuses années, conseiller général du Lamentin. Et il a même été à un moment donné vice-président du conseil général. Deuxième vice-président. Ouais. Et donc il nous a quittés. À quel âge? Il a été, bon, c'est ce matin malheureusement qu'on a fait la cérémonie. Donc je dois le saluer parce que c'était, je peux le dire quand même maintenant, les choses sont passées. Lorsqu'il y a eu beaucoup de conflits internes à la section communiste du Lamentin, avec Samo, etc. Et il est resté fidèle au Parti communiste. Voilà. D'accord, très bien. il est resté fidèle au parti et il n'est pas parti du côté de ceux qui allaient à la soupe. Voilà. Bon, ben écoute, merci pour l'hommage et puis le message est passé. Hein. Bon, sinon, l'actualité, ce qui m'a frappé, c'est qu'on a été abreuvé de la vague de froid qui tombe sur la France, et j'ai même eu froid. Bon, il fait froid en hiver comme si c'est original. On va faire la fête, quoi. Oui. On va faire la fête. Bon, ceci dit, d'après ce que j'ai compris, ce n'est pas, contrairement à ce que les gens disent, ce n'est pas un effet du changement climatique, c'est un effet des phénomènes cycliques climatiques qu'il ne faut pas attribuer systématiquement tous les phénomènes climatiques extrêmes au changement climatique. Voilà. Bon, très bien. Bonsoir Guy Albert Ruffin Duhamel, ingénieur social comme tu te présentes. Merci d'être avec nous et nous allons donc pouvoir échanger avec toi. Alors, bien sûr, j'imagine que tu vas présenter tes vœux aux téléspectatrices et téléspectateurs et puis je te demande quelle est ton actualité. Oui, c'est tout trouvé. Une bonne année, meilleurs vœux, santé d'abord. Et puis je crois que ce sont des vœux qui sont très axés sur le courage, la force, la continuité. Et puis, serrer nous petit à petit, et puis avancer. Mon actualité, c'est très simple, c'est toute cette flopée de choses qui se passent à travers ce monde-là qui m'interroge de plus en plus. On a l'impression que l'année repart, mais c'est une continuité dans plein de choses, notamment les différents types de guerres. Et de plus en plus, on en parlera tout à l'heure, mais je vois bien que l'état du monde, c'est une dislocation totale. Et puis, la pauvreté qui se creuse, et puis le mépris envers les minorités, le mépris envers les personnes qui ont le plus faim et qui ont le plus besoin d'une main tendue en citoyenneté, et aussi le désamorçage de la responsabilité politique. Je dis bien le désamorçage de la responsabilité politique à plusieurs niveaux. Donc c'est vrai que ce sont des questions qui reviennent, elles sont d'actualité, mais elles reviennent dans un sens de réflexion qui me pousse aussi à les interroger, déjà avec vous, avec les téléspectateurs, mais aussi d'une manière aussi assez personnelle. Et puis je suis très sensible à ce mois de janvier, qui est le mois aussi de la Dry January, ça ne vous a pas échappé, le mois où effectivement on doit être un peu soft et arrêter l'alcool, mais c'est un mois où ça ne passe pas du tout. C'est-à-dire qu'on constate sur le terrain qu'on boit 2 fois plus qu'au mois de janvier qu'on devrait, etc. Alors, est-ce qu'effectivement que la Dry January doit se faire en janvier, le mois des vœux? Je ne sais pas si c'est adapté. J'ai mené un petit sondage de terrain pour voir comment se comportaient les stations-service. Est-ce qu'elles vendaient moins de bière? Elles vendent 2 fois plus. Est-ce que dans les restaurants, effectivement, ils avaient l'impression que les cartes avaient diminué en termes de vin ou en termes de choses? Non, pas du tout. Est-ce que les ventes ont diminué en termes d'alcool? Pas du tout. Donc, je me dis, voilà, est-ce qu'on
qu'on va peut-être trouver une solution pour pouvoir ancrer cette nécessité de santé publique qui est la diminution de l'alcool, car je rappelle toujours que l'alcool, c'est pas plus de 2 verres par jour et pas tous les jours. Mais c'est vrai que ça m'a beaucoup marqué, se dire, voilà, c'était une actualité du mois. On a voulu lancer pour une première fois en Martinique, c'est Dry January. Je vous rassure, je ne l'ai pas fait, je m'en confesse même. Mais c'est vrai que ça a donné quelque chose d'assez sous tension. Il y a eu pourtant beaucoup de médiatisation, quelquefois sur les réseaux sociaux, mais on voit bien qu'on n'y accroche pas. Donc c'est ça, et aussi le virage de la prévention, savoir comment on va pouvoir passer le cap. Et puis je suis aussi alarmé sur l'écologie aussi. Il y a quand même des choses qui reviennent en boucle. Et je crois que cette année sera l'année de la relance, de la reprise, de la responsabilité, ou ne le sera pas. Bon. Très bien pour ces bons mots. Et petit commentaire, à un moment donné, quand il s'était agi de combattre le tabagisme, le démarrage était difficile aussi. Et puis il y a quelques résultats quand même. Bon, en fait, donc on ne perd pas espoir. Raphaël Séminon, très heureux de te retrouver, puisqu'on se voit assez souvent quand même. Te retrouver sur le plateau. Donc bonsoir, bienvenue. Et puis tu vas nous parler bien évidemment de ton actualité. Oui, alors Charles, plaisir partagé bien entendu, parce que j'ai toujours dit que ça me fait énormément plaisir de me retrouver avec vous pour commenter l'actualité. Alors, le mois de janvier, je prends au saut les paroles de notre ami Rufin Duhamel pour dire que le mois de janvier est un mois de fête. Hein. Et quand je regarde mon agenda, je constate que quasiment 2 ou 3 fois par semaine, j'ai des vœux à des personnels, quels qu'ils soient, administration, régie des transports, etc., etc. Mais il ne faut pas prendre ça à la légère, parce que c'est un moment de cohésion sociale au sein des administrations concernées. Les salariés attendent ça. C'est l'occasion pour eux de discuter avec les administrateurs, quels qu'ils soient, SMHLM, enfin, les bailleurs sociaux, etc. Et c'est vraiment un moment privilégié. Alors je m'efforce d'y aller parce que je sais qu'à ce moment-là, je vais rencontrer les personnels concernés et je vais pouvoir discuter, échanger avec eux, et puis recueillir leurs doléances, parce que c'est un moment privilégié pour ça, même si c'est un moment festif. Donc c'est ça mon actualité. Alors j'ai vraiment regardé mon agenda et j'ai vu que truffé de ces fêtes-là. Qu'il ne faut surtout pas négliger. Puis la deuxième actualité pour moi, vous savez que je suis aux finances à la ville de Fort-de-France, c'est que nous sommes en train de boucler notre résultat de l'année. Hein, je peux annoncer d'ores et déjà, surtout que mon ami Michel est présent, que les résultats seront excellents cette année. Et nous devons naturellement poursuivre les efforts pour redresser cette ville qui est la ville capitale. Voilà. Eh ben excellent. Bonne nouvelle. Hein, donc, mais visiblement, tu ne suis pas les prescriptions de docteur Rufin Duhamel concernant le Dry January. Donc, on remarque que tu as un mois de janvier plutôt animé. Et enfin, the list, le dernier mais pas le moins important, je ne me rappelle plus de la formule anglaise. Fred Landino, bonsoir. The last but not the list. Voilà, the last but not the list. C'est faux. Alors, Fred Landino, bonsoir. Bien bonsoir tout le monde m'a regardé sur TV, le kiosque. Bonjour, bonsoir. Si l'on a le réseau ou bien qu'on en direct. Je vais parler d'un sujet financier. C'était le départ des cadres de la CTM, notamment par les directeurs financiers. Après le départ du directeur général là, ce qui a montré que il y a un petit souci de gouvernance, on va dire, de management. Mais finalement, moi, j'ai changé thème là et moi, préféré parler du deux militants de la cause du peuple martiniquais. Michel Balédion, qui était le camarade de Bertin Michigan, qui s'est moi, Sainte-Marie, Michel, vous savez ça? C'est vrai. Hein, qui s'est Et ça avait coûté très cher. Qui était qu'à travailler la poste. Oui, qui était qu'à travailler la poste. Qui font un lot bagaille bas peuple là. Ça fait des militants engagés. Communiste, le deuxième vice-président, c'est le deuxième vice-président en 1988, les chamins étaient mis blanc devant, blanc derrière, hein, Claude s'est passé premier vice-président. Et c'est un homme qui m'a salué quatre Chili, d'abord, toute famille, parce que c'est une grande famille Sainte-Marie, les Bogades, les Flobinus, les Mergiry, les Aubin, c'est tout en vision, moi, dit, en histoire, en page de Sainte-Marie, de mon maille la campagne. Et Bertin Michigan, tu as défendu donc racine culture martinique. Manger légumes et manger farine, était en la culture là d'ailleurs une Chili qui
dans les activités culturelles. Et moi, les saluer mémoire Nomtala qui était militant communiste et puis plusieurs membres famille moi et puis grand-papa moi défunt. Deuxième nom, les saluer, c'est Ichili, toute condoléance à toute la famille, c'est Jojo Luzieux, quand on connaît Serge Luzieux, professeur histoire-géographie, moi qui était aussi professeur histoire-géographie, vieux frère moi qui était l'école des Pipoins, Raphaël Séminor, lycée Chelchet, qui était un homme exceptionnel, enseignant, dévoué, qui était qu'à croire en pays, et surtout qui était mis un sens élevé du devoir, de la moralité. Sans bail qui était toujours frappé, moi, je ne pas jamais passé permis pour conduire. Il était qu'à marcher sans bouc, il était qu'à marcher à pied en l'eau. Il était écologiste avant les. Vous ne savez pas les écologistes du virtuel, les bobos. Les écologistes du réel. Et il y a un patché dans la vie. Il était investi en militant du social. Il était sportif aussi. Il transmet les Chiliens ça aussi, le goût de la culture, du bien vivre. Parce que nous sommes un pays, ça vrai, nous envie bien vivre en pays. Nous sommes un pays assez exceptionnel pour moi qui a concentré en les 1100 km², des gens qui sont sortis des côtés improbables, inimaginables. Bétchènes, Siro, Libanais, Chinois, Indiens. Et puis nous arrivons à une société qui, malgré tous les conflits qui arrivent en temps, au moment de fête, alentour peut-être de l'Europe des excès, ça m'a dit aussi, en famille, moi, hélas, ni alcoolique, il y a des gens qui meurent de maladie là. Il faut que nous soyons conscients que tout ça, c'est génération qui t'est bannie comme patrimoine. Et moi, je vraiment saluer toute famille, c'est mon talent, dit que faut que nous changions, il faut nous transmettre l'héritage là. C'est-à-dire un héritage de fraternité, de bas moun force là, bas frère force là. Chebe l'homme frère ben c'est pour faire avancer. Parfait. Merci beaucoup Fred pour ces bons mots. Oui, vas-y, je t'en prie. Deux mots. Je remercie Londino d'avoir parlé de Jojo Luzieux. Je vais ajouter deux mots. Jojo Luzieux a été un militant, un des premiers militants de l'AGEM, l'Association Générale des Étudiants de la Martinique, à Montpellier. À Montpellier, où, en 1959, nous avons appris les événements de décembre 59. Et je crois que la première réunion d'étudiants martiniquais en France sur ces événements-là, sur leur interprétation, leur dimension à la fois sociale, économique et politique, ça s'est fait probablement à Montpellier, à l'initiative de la section de Montpellier de l'Association Générale des Étudiants Martiniquais, dont le président était Jojo Luzieux. Voilà. Très bien. Beau témoignage historique, et d'autant plus que je disais à Fred en arrivant qu'il a été mon collègue au lycée Chelchet, parce que je suis arrivé au lycée Chelchet en 93, j'ai passé 2 ans, et M. Luzieux est encore là. Serge Luzieux est encore là, et donc imaginez la longévité, puisqu'il a été ton professeur, il a été mon collègue, donc en tout cas, salutations à la famille, effectivement, et puis paix à leur âme à tous les deux. Voilà, eh bien écoutez, après ces mots d'introduction, on va passer au sommaire, et comme je vous l'ai proposé, alors on va passer tout d'abord au thème numéro 1, les ministres d'outre-mer qui se succèdent assez régulièrement. Est-ce que c'est le signe évident du désintérêt du gouvernement et singulièrement du président Macron pour les Outre-mer? Donc d'aucuns parlent de mépris, de dédain, car nous ne sommes pas importants pour la France. Et puis certains disent plutôt qu'il s'agit d'ambition personnelle des ministres qui ne voient dans le ministère des Outre-mer qu'un strapontin pour avoir d'autres responsabilités. Enfin, d'autres encore vont parler du fait que des départements d'Outre-mer n'enrichissent pas la France, donc voilà, ce sont des réflexions que je vous propose, à votre sagacité. Raphaël, je vais te donner la parole d'abord. Qu'est-ce que tu penses de ces ministres qui changent assez souvent? Alors moi, je suis d'accord avec cette approche, parce qu'on regarde Le Cornu, qui était l'un des 3 ministres des Outre-mer, le premier des 3. De quelle approche tu es d'accord? Oui. Comment? De quelle approche est-ce? Non, l'approche consistant à dire que nous sommes négligés par les gouvernements qui se sont succédés. Premièrement, on fait des Outre-mer un ministère délégué, alors que c'était un ministère de plein exercice.
Deuxièmement, on voit bien que le CORONU s'est servi de ce portefeuille ministériel pour avancer dans ce gouvernement, puisqu'il est désormais ministre de la Défense. Après, on a eu Karenko, et ensuite, on a eu le troisième, Vigée. Mais je m'arrêterai en particulier sur le fait même qu'on ait changé Karenko à un moment crucial. Il ne faut pas oublier que c'est avec Karenko que nous avons préparé le comité interministériel des Outre-mer. Et j'ai noté quelques éléments de ce comité interministériel qui s'est réuni en juillet, le 18 juillet dernier, 2023, avec une clause de revoyure sur les 72 mesures proposées par le SIOM, une clause de revoyure dans un an. Et dans cet espace-temps, c'est-à-dire entre le 18 juillet et 2023 et juin 2024, il était nécessaire effectivement de poursuivre l'action, en tout cas de la mise en place de ces mesures qui ont été proposées. Alors, toutes les mesures, elles sont 71, ne concernent pas la Martinique essentiellement. Il y a des mesures qui sont transversales et qui concernent tous les Outre-mer. Il y a des mesures qui concernent spécifiquement la Martinique, spécifiquement la Guyane, spécifiquement Mayotte, spécifiquement la Réunion. Et parmi ces mesures, il y a des mesures qui sont extrêmement importantes. Je veux citer quelques-unes. Par exemple, la réforme de la régulation des prix du carburant pour lutter contre la vie chère. Nous souffrons tous, nous avons tous une voiture, nous souffrons tous de ce problème-là. Des montants, des prix qui sont énormes, qui sont extrêmement difficiles. Nous savons que, par exemple, il y a 200 000 immatriculations de véhicules pour une population de 347 000 habitants dans ce pays. Donc ça veut dire qu'il y a plus d'une personne sur deux qui possède un véhicule. Enfin, en y mettant les véhicules utilitaires, etc. Mais il n'empêche que c'est énorme. Donc nous souffrons tous de ce prix de carburant. Mais il n'y a pas que ça. Il y a les petits déjeuners et les livres scolaires des primaires qui devraient être gratuits. Ça veut dire que les parlementaires doivent suivre tout ça avec le ministre des Outre-mer. On le change, ça veut dire qu'il faut recommencer presque à zéro pour pouvoir parlementer, négocier, faire en sorte que ces mesures-là soient prises en compte, avec des ministres qui sont fragilisés, puisqu'ils viennent d'arriver, ils ne connaissent pas bien. La preuve, c'est que Vigée, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ce ministère ne me convient pas. Il était député, hein. Il devient ministre des Outre-mer, ministre délégué. Il dit, moi j'ai envie de changer, ça ne me plaît pas, parce qu'évidemment, il est conscient de la nature et du volume de problèmes, des problèmes que rencontrent les Outre-mer. Donc forcément, moi je dis que c'est une mauvaise mesure que de changer des ministres, notamment Karenko, notamment. Bon, il avait son style, hein, mais lui, il a aidé à préparer ces mesures du SIOM, et moi je trouve ça désastreux. Voilà, surtout pour tomber chez Vigée, qui en fait finalement n'est pas plus motivé que ça par les Outre-mer. D'accord, très bien. Guy Albert, ton sentiment, j'ai soumis quelques pistes, Raphaël a donné quelques éléments. Ton sentiment donc sur le remplacement de ces ministres à ce ministère? Le remplacement est une question politique. Donc je crois que appartient au gouvernement de se former. Après, ce sont des enjeux politiques. Mais je veux plutôt revenir sur l'importance, je veux dire, de politiques publiques stables, porteur de développement, porteur de réalité pour les personnes qui résident dans les Outre-mer. Et c'est là où j'ai une difficulté. C'est de la lecture du rôle de ce ministre, du rôle de ce ministère-là, à quoi ça sert concrètement, quelles sont effectivement la plus-value. On vient quand même de loin, on vient de Colbert quand même, hein, avec notamment le secrétariat d'État à la Marine. C'est un héritage qu'on date de 1669 jusqu'à M. Philippe Vigée. Mais aujourd'hui, il n'y a toujours pas un code des Outre-mer, il n'y a toujours pas un compactage. Les Outre-mer se traitent par mesure, c'est-à-dire le SIOM, attention, hein, je crois qu'il y a quand même eu ce grand cri, ce grand élan porté qui donne ces 72 mesures sur lesquelles on a vraiment besoin d'avancer. C'est quand même du concret, hein. Je ne vais pas remettre en cause ce qui se passe, car on voit qu'il y a une synergie. Mais je crois qu'indépendamment de ces mesures-là, indépendamment de ces livres bleus, de tout ce qu'on a pu avoir, ces concertations, ces états généraux, on a vraiment besoin de savoir qu'est-ce que vont comporter le devenir concret de ces 11 territoires, je crois que c'est de mémoire, c'est bien de 11 territoires qu'on parle, et puis qu'est-ce qu'on va aujourd'hui pouvoir mettre sur la table pour aménager déjà la vie qui est grevée, perturbée par de la discrimination, par du mépris, par effectivement des inégalités sociales telles qu'on n'a jamais vues nulle part ailleurs, par des problèmes de santé qui sont endémiques et récurrents et qui sont propres à nos territoires, par de vrais
vraie pathologie par des gens qui meurent, par des gens qui sont totalement négligés d'une France d'autre part. C'est peut-être là, peut-être mon cri politique, et davantage qu'une personne à ce ministère. Se battre pour un Marocain, oui d'accord, on est peut-être le seul territoire d'outre-mer à ne pas avoir eu de ministre, il ne me semble pas de mémoire, je crois que je me rappelle que Claude avait été proposé, semble-t-il. Mais nous avons bien vu, aujourd'hui, est-ce qu'il faut mettre quelqu'un de natif d'outre-mer? Non, je crois que le débat est beaucoup plus profond. Je crois qu'il est temps qu'on ait une codification, je emploie le mot technique, une codification de vraies politiques publiques qui portent la réalité ultramarine. Peut-être aussi que la rhétorique n'est peut-être pas la meilleure. Hein. Je ne suis même pas sûr qu'on puisse encore parler de la force des Outre-mer. Ça me rappelle étrangement les colonies. Je pense qu'il faut arriver à une décolonialité de ce mot aussi. Alors, est-ce que je suis perturbé par ce changement de ministre, tantôt upgradé au ministère, tantôt rattaché à l'intérieur? Ce sont les articulations purement techniques. Mais je crois que le véritable défi aujourd'hui, en 2024, c'est que nous arrivons à construire vraiment une Martinique, en tout cas dans les Outre-mer, je veux être martiniquais un peu, une Martinique qui tienne compte du vécu de plus de 30% d'une population qui vit en dessous du seuil de pauvreté. Une Martinique qui meurt de pathologies chroniques. Une Martinique qui est victime de mal développement, qui est irréparable selon ce qu'on peut lire des politiques publiques. Et une Martinique qui a peut-être besoin, et c'est peut-être là qu'on reviendra tout à l'heure possiblement, sur cette réforme constitutionnelle. Je crois qu'on a beaucoup avancé dans le Congrès. Je l'ai porté parce que c'était une très bonne initiative. Je crois que je tiens. Et je crois que les forces vives de ce pays, les politiques martiniquais, ont suffisamment œuvré pour pouvoir donner toute la matière, tout ce qui va pouvoir féconder quelque chose. Je crois que la réflexion est très aboutie. Que ce soit, je n'ai pas de clivage politique sur la question, mais je crois que pour moi, la priorité est l'avenir des territoires et collectivités ultramarines et comment elles vont pouvoir exister dans un vrai pacte républicain et comment elles vont pouvoir trouver du sens dans une réalité supposée équitable de l'État français. Très bien, merci beaucoup. Michel, donc pas d'incarnation, comme disait Guy Albert, pas nécessairement une incarnation de la politique de l'État, ou alors tu penses que le changement de personnalité peut amener à un changement de politique? Non. Non, parce que ma conviction profonde, ce qu'il faut changer, c'est la nature des rapports entre ce qu'on appelle les Outre-mer et la France. C'est tout. Bon. Alors, bien entendu, je vais modérer un peu mon propos en disant que la nature des personnalités qui agissent en politique n'est pas indifférente. Mais en réalité, c'est secondaire. C'est secondaire. Le problème, c'est que le désintérêt que l'on constate pour nommer des responsables de ces pays-là vient du fait que, ce sont des petits pays avec de grands problèmes. Et de grands problèmes sociaux que Albert Ruffin a énuméré, et qui nécessite des réformes de structure. Absolument. Et pas simplement une augmentation de X% du budget de l'outre-mer chaque année. Bon. Bien sûr, il y a des... Bon. D'une certaine manière, on a eu une augmentation du budget de l'outre-mer qui est de l'ordre de 5 à 6% cette année. Bon, par conséquent, alors que le budget de l'État augmentait en moyenne de 1,5 à 2%. Donc, c'est un rattrapage. C'est un rattrapage, oui, ça s'appelle un comme rattrapage. ça. bon, Oui, exactement. C'est pas un cadeau. Mais c'est pas un cadeau. Ouais. Alors, bon, on peut dire ça. On peut dire ça. Mais ce n'est pas simplement ça. C'est ça, mais ce n'est pas seulement ça, si vous voulez. Bon. Non, le fond du problème, c'est la nature de nos relations. Et il faut avoir à la tête de ce ministère quelqu'un qui a une autre vision des rapports entre la France et ces pays-là. Bon. Nous disons pays d'ailleurs. Nous ne disons pas département et région d'outre-mer. Ce sont des pays, ce sont des peuples
avec des nations, avec des cultures, avec une manière de vivre. Tu as parlé tout à l'heure de mode de vie. Non, c'est Fred qui disait C'est ça. vrai, un mode de vie particulier. Bon, c'est ça. Donc, alors, la deuxième observation, c'est que beaucoup des postulants ont peur, des éventuels postulants, que le passage outre-mer peut être à un moment donné un caillou dans la chaussure et peut-être un élément Ne faut pas. de démolir une carrière politique. Voilà. De démolir une carrière politique. Bon, là, le dernier ministre, donc là, trompé quoi sur les noms, bon, je pense. Les noms des. Enfin, il craint de faire un faux pas qui lui coûte sa carrière. Mais Macron avait parlé de la Guyane comme une île. Bon. Bon. Mais il peut faire des erreurs de ce type. Ce n'est pas ça qui est fondamental, de mon point de vue. Hein. Bon. De mon point de vue, ce dont on a parlé à Guillaume Bergoufin, c'est des sociétés profondément inégalitaires. Et l'inégalité ne vient pas comme ça, elle ne tombe pas du ciel. Elle vient de mode de fonctionnement de ces sociétés qui produisent et reproduisent les inégalités. Et c'est ça le problème. Par conséquent, en d'autres termes, Non, fais plaisir à mon cousin. je te dis en d'autres termes, en d'autres termes, il faut qu'on ait à ce ministère quelqu'un qui ait une certaine vision, hauteur de vue. Que ce ne soit pas un boutiquier. Voilà. Très bien. Alors, je vais... Bon, on a ri parce qu'on a taquiné Michel tout à l'heure. Il y a un téléspectateur qui aimait beaucoup sa formule consacrée par conséquent, donc j'ai voulu un petit peu le taquiner dessus. Donc, je vais donner la parole à la défense. Fred, mais oui, tu es le contradicteur et je te donne ta place. Donc, Guy Albert a parlé tout à l'heure de France d'autre part, j'ai beaucoup aimé la formule, et Michel parlait de pays, de nation. Donc, quel est ton sentiment là-dessus? Est-ce que, pour toi, le problème est davantage un problème de relation avec la France ou alors un problème de lecture politique par un ministre en particulier? Probablement, c'est nous. C'est pas ni la France, ni personne, c'est nous-mêmes. Après 40 ans de décentralisation, gauche-droite, nous pas arrivés à mettre nous d'accord pour proposer en Martinique comme ministre. Guadeloupéen mettre ministre, Réunionnais mettre ministre, Guyanais mettre ministre, nous Martiniquais, nous nous parlons ministre. Ce qui fait que la Guadeloupe a fait l'hôpital 600 millions d'euros. Pendant un moment, et puis après ça, nous lever pour l'hôpital Trinité, que je espère qu'il est fait. C'est qui est fait. Mais qui est fait. Faut qu'il fait, mais faut, si nous d'accord. Mais, regardez, pour l'universitaire de santé à cyclotron, depuis temps Hollande dit ça, il n'y a pas qu'à faire. C'est nous qui sommes responsables. Donc, avant de nous garder comment y est les dirigeants français qui sont en train d'y changer, qui agissent, peut-être faut nous garder, mettre en cause propre comportement. Et c'est un désaccord moni, et puis ces camarades-là, moi, dans un grand parti martiniquais, pour dire, je ne peux pas comprendre que nous ne pouvons pas mettre nous d'accord pour dire oui, nous allons participer au gouvernement français. Parce que vous savez, ça français a dit nous, surtout jeune génération. Nous avons un premier ministre qui a 34 ans. 34 ans. De là, je dit quand même, est-ce que c'est la réalité? Et un président de la République qui a 46 ans. Face à, par exemple, Biden et puis l'autre là qui a 81 ans et puis 77 ans. C'est monsieur né et puis smartphone et puis les technologies. C'est monsieur branchant l'intelligence artificielle. Nous, nous regardons nous, surtout que nous regardons nous, mais monsieur, vous les fait drapeau, vous les fait congrès, mais ça ne va pas demander nous, ni l'argent, ni pouvoir, parce que vous n'avez pas servir l'argent. Et c'est la réalité. Donc, question, c'est que, un ministère de l'Outre-mer, qui c'est en fait un ministère de coordination, c'est pour dire que le gouvernement a mis l'accent sur l'interministériel, le CHOM. Pour comment nous assembler, nous regarder tout l'argent qui a sorti,
pour nous, comment nous va servir. Même regardez ce chlordécone là, monsieur, 92 millions d'euros. Alors, ma réveille pas gagné, alors que il ne peut pas manger au fonds européen. De l'eau, on va dire qu'on a besoin de pouvoir, on a besoin de modifier la Constitution pour baisser le prix de l'eau, mais on nous dit l'État, oui, on a une responsabilité, M. Macron, l'État en matière de chlordécone. Nous avons l'usine de l'eau qui a traité de l'eau pour chlordécone. Eh bien, nous avons rembourser nos coûts de traitement et nous avons répercuté en les usagers. Nous avons baissé le prix de l'eau. Ça, nous 10 ans, nous pouvons faire ça. Nous pas faire. Et tu penses qu'il va obtempérer? Non, si il va obtempérer. Parce que si nous mettons en pression de l'État, là, parce qu'on ne peut pas casser village en question, c'est ça. Là, on regarde des fonds européens, pareil. Entreprise qui a souffert le BTP, on a des fonds Jérémy qui là. L'année 2024, c'est l'année des élections européennes. On nous fait une grande discussion. On fait un congrès sur les fonds européens pour dire comment nous casser l'argent et en poche qui nous aller. Parce que l'argent est bien calé en poche de monde. Donc, y compris, on a dit ça, certains patrons voyous. Un monsieur là, il a remis l'argent pour faire ça. Et puis il prend l'argent, il te le met tout ouvrier à des euros sans payer. Et puis il dit, mais qu'il fait ça au Panama et puis en République Dominicaine. Mais c'est plus l'argent européen. Donc, au ministère, peu importe, mais trois, la question c'est est-ce que nous, des Outre-mer, même si l'appellation n'est pas bon, comment nous investir dans la gestion et politique gouvernementale française. Pour moi, c'est ça qui est plus important à l'heure où la France et l'Europe prennent un virage là, déterminant, parce que eux-mêmes, peut-être que si c'est rien qui respecte, nous pas respecter. Le président de la République, la Guyane, il dit moi en Guyane, en mars, il y a un vrai projet d'investissement réel en matière du développement durable de la Guyane pour l'énergie. Donc, il y a un cap. C'est nous qui comprenons qu'il n'y a pas de cap, mais nous-mêmes, soit nous pas un projet partagé et en vision, et nous continuer à déchirer comme nous, eh bien, nous pouvons être derrière. Très bien. Michel, est-ce que le rapport de force est en notre faveur? Comme laisse entendre à demi-mot. J'espère que Michel va prendre le contre-pied de ce que Fred vient de dire. Oui, et puis je vais te donner la parole aussi, bien sûr. Non, mais le rapport de... Heureusement qu'il est là, parce que ça permet de nous attaquer un monde. Moi, je ne pose pas les problèmes concrets comme l'eau, le transport, etc., et la vision d'avenir de l'outre-mer. Par conséquent, je ne crois pas que la situation, certes, c'est trop mieux, mais je pense que de toute manière, il aurait fallu reconstruire l'hôpital de Pointe-à-Pitre. Par conséquent, ce n'est pas la présence de ministres guadeloupéens qui a changé. À mon avis. Bon. Non, mais, ça n'a pas changé rien. Ça n'a pas changé rien. Attendez. De la même manière, il y a eu des ministres de la Réunion avant, sous Hollande. Bon, des ministres issus de la Réunion. Bon, ça n'a pas changé. Bon, le PIB de la Réunion est le plus bas de l'outre-mer. Le taux de pauvreté à la Réunion est le plus élevé de l'outre-mer. Il avoisine les 50%. Nous, c'est 30%. Et ils ont eu plusieurs ministres. Bon, par conséquent, la question de fond, c'est la politique qui est menée et la vision politique qui est menée. Alors, effectivement, s'il y a une vision politique et que, par ailleurs, la France considère qu'elle doit opérer, tu as parlé de rattrapage, le rattrapage du développement économique de ces pays-là, oui, et qu'elle doit donner sur place aux autochtones les moyens d'agir et de faire des choix politiques, des choix financiers, des choix économiques, des choix fiscaux. Bon. Voilà. D'accord. Alors, Raphaël, vous voulez réagir? Oui, bien entendu. Je ne suis absolument pas d'accord avec ce que vient de dire Fred, évidemment. Mais ce n'est pas la première fois. La dernière fois, on s'est un peu frété sur ces sujets-là. Prenons l'exemple des fonds européens. Le risque pour nous, là, dans l'immédiat, c'est le dégagement d'office. Ça veut dire que nous renverrons des crédits en Europe parce que nous n'aurons pas utilisé suffisamment les crédits qui nous étaient dévolus. Examinons le tissu économique de notre pays. Nous savons que 90% du tissu, je veux parler essentiellement des entreprises, parce qu'elles sont bénéficiaires des fonds européens.
80 à 90% de nos entreprises sont des TPE, des très petites entreprises. Elles n'ont pas les moyens de capter les fonds européens. Pourquoi? Parce que les dossiers à mettre en place sont des dossiers qui sont extrêmement compliqués, ça c'est une première chose. Et on voit bien que ceux qui bénéficient de ces fonds européens sont ceux qui ont les moyens de mettre en place des procédures leur permettant de capter des fonds européens. Les petits n'en bénéficient pas. Donc forcément, tous ces crédits qui sont à disposition échappent à toute cette partie de notre tissu économique qui n'est pas en mesure, évidemment, de capter ces fonds-là. C'est pas compliqué. Et en plus, il faut rajouter que les fonds européens sont versés après la dépense faite. Qui entreprise qui n'a une possibilité fait dépense là? Il n'y a pas d'avance, hein, c'est très rare les avances pour les fonds européens. Qui entreprise Martinique, des très petites entreprises ou les moyennes entreprises, qui a les reins suffisamment solides, nous allons parler tout à l'heure des sacheries Capron, qui a les moyens effectivement de faire l'avance de fonds pour pouvoir bénéficier 2 ans, 3 ans après des fonds européens. Ce n'est pas possible. Donc ça veut dire qu'il faut changer les choses. Et c'est bien pour ça que nous demandons un pouvoir normatif ici dans ce pays pour que nous puissions changer les règles. C'est une évidence. Nous allons tous mourir si nous ne le faisons pas. Donc je prends cet exemple-là, qui est un exemple simple pour que les téléspectatrices, les téléspectateurs comprennent. Ce n'est pas vrai que nous avons les moyens et que nous sommes des incapables du point de vue de la gestion des affaires publiques et que nous ne pouvons pas capter des fonds européens pour ne prendre que cet exemple-là. Et il y a moult exemples. Si on prend l'exemple des déchets que je connais bien, parce que j'étais premier vice-président du SMTVD, eh bien, figurez-vous qu'il manque 10 millions d'euros par an dans la gestion de la filière déchets. Qui est en mesure de produire ces 10 millions? Nous savons que les bailleurs, je dirais, du SMTVD sont les 3 EPCI. Ils sont toutes en difficulté financière. Ils sont toutes. Alors ça veut dire qu'il y a un problème de gestion, il n'y a pas ça à gérer. Il manque l'argent. Dans l'eau, c'est pareil. Donc ce n'est pas seulement le problème de la gouvernance. C'est pas le problème de la gouvernance. Ça veut dire que nous faisons de l'auto-flagellation, disons que nous sommes des incapables de ne pas foutre, gérer le pays. Nous avons tous les moyens pour ne pas utiliser. Ça n'est pas vrai. Moi qui suis dans les affaires publiques depuis très très longtemps, parce que j'ai été à la direction des affaires des communes, de manière générale, je sais ce que c'est. Il manque de l'argent dans ce pays-là. C'est une chose qui est très claire. Et puis, bien entendu, Michel Blanchet a raison. Il y a des problèmes qui sont des problèmes structurels. Et la modification des relations avec l'État français est une absolue nécessité. Impératif, mais oui. On ne va pas me dire que non, nous pouvons continuer comme ça. Nous sommes, depuis la départementalisation, je ne parle même pas de la décentralisation d'il y a 40 ans dont Fred parlait, je parle de la départementalisation. Nous avons fait des progrès sur le plan social, sur le plan économique, certes, mais c'est toujours insuffisant, même si nous avons l'un des PIB les plus importants de la Caraïbe. Mais il n'empêche que comparé au département français, nous sommes les plus pauvres. Nous sommes ceux qui ont le moins de moyens possibles. Nous avons un PIB qui a la particularité depuis quelques années, par habitant, d'augmenter parce que le nombre d'habitants diminue. Bien sûr, bien sûr. Et en plus mal réparti. La richesse est mal répartie. Bon. La richesse est mal répartie. Donc du coup, moi je veux tordre le cou à l'idée selon laquelle les gestionnaires des affaires publiques de ce pays sont des incompétents et des irresponsables. Ce n'est pas vrai. Et nous avons des problèmes structurels et nous avons des problèmes, un manque de financement de manière chronique. Voilà. Okay. Je pourrais dire plein de choses. Voilà. Oui, d'accord. Alors, Guy Albert, ton sentiment? Mon sentiment, il est clair. Je n'attaquerai jamais la responsabilité politique locale. Je pense que les gens font leur boulot. Oui, parce que tu n'attaqueras jamais la responsabilité politique locale. Voilà. Je crois qu'à un moment, on ne peut pas non plus venir se mettre un fusil sous la gorge et dire que nous n'avons pas qu'à faire travailler là, nous aider des vagabonds. Donc il faut arrêter à un moment. Je pense qu'il y a un problème aujourd'hui autour de la construction même des politiques publiques pour les Outre-mer. Et c'est l'aspect normatif. Je crois que le rapport aux Outre-mer doit changer. Et ça, c'est une volonté politique nationale. Tout à l'heure, je disais qu'on a quand même beaucoup évolué quand même. On a quand même fait pas mal de choses. On n'est pas resté statique. C'est-à-dire qu'il y a quand même une responsabilité de la collectivité. Quand je dis pas, je parle pas de la CTM, je parle de la collectivité de chaque pays. Des collectivités publiques, oui. Je sais quelles sont. Ouais. Et puis, il y a aussi un besoin de décomplexer et puis de repenser, voire même de décolonialiser notre rapport aux finances publiques. On n'est pas là pour mendier quand même.
Ou c'est donc à manger chaque fois comme ça. À un moment, il faut de vraies politiques ambitieuses, il faut une ambition réussite, une ambition de succès pour les Outre-mer. Je pense même qu'il faut revoir, c'est pas la constitution des Outre-mer, il faut revoir, c'est celle de la France et lui mettre un S. C'est peut-être à elle à devenir les France. Je crois qu'il y a un moment, il faut oser poser le problème français. La France a un problème avec son propre développement. Ce n'est pas les Outre-mer qui ont un problème avec la France. Et d'ailleurs, les régions françaises demandent aussi davantage. Absolument, il y a aujourd'hui des France. Il n'y a plus une France. Il faut le savoir peut-être aujourd'hui. Et ça, c'est de cas conceptuel. Et puis quand on me parle aujourd'hui de politiques qui n'ont pas... Je prends le cas très extrême du cyclotron. La Guadeloupe avait un ministre des Outre-mer. Louvel. Le chef de l'État, M. Hollande, arrive en Martinique, fait une annonce. Tony Touillant. À la Triomphe. Va avoir son cyclotron financé. Si les Guadeloupéens ont l'État, il y a financé d'ailleurs. Il n'y avait pas, je ne sais pas combien d'heures, enfin, c'est même pas des heures, c'est quelques minutes de vol pour arriver pour l'inauguration du Memorial Act. Rappelez-vous. Cette même déclaration, après qu'un conseiller ou lui-même, je ne sais pas qui, en tout cas je le soupçonne de l'avoir fait, le murmure, etc. Eh bien la Guadeloupe va avoir son cyclotron. Mais je crois qu'il faut être sérieux. Alors en quoi? Alors c'est parce que nous n'avions pas... Donc je pense que si le problème de notre pays, et je parle de notre pays, la Martinique, n'est pas le problème de la gouvernance de notre pays. C'est notre rapport normatif et organisé avec la République française. Et je crois qu'il faut y aller de plein pied. Aujourd'hui, quand on me parle d'évolution institutionnelle, pour moi, les Outre-mer, c'est une compétence à partager avec les collectivités de chaque pays. Je crois que si on pouvait se débarrasser, excusez-moi, je vais me mettre les pieds dans le plat franchement, d'un ministère des Outre-mer, et puis doter ces territoires ultramarins de vraies compétences pour pouvoir organiser leur politique publique, on aura tout gagné. Le problème aujourd'hui martiniquais n'est pas le problème des Martiniquais irresponsables, mais le problème d'une politique qui n'inclut pas, comme il le faudrait, les réalités martiniquaises. Bon, on en parle dans un petit moment, donc je laisse Fred répondre. Saka a même peut-être il m'a amusé, moi, il m'a dit ça franchement, parce que plus autres qui continuent le discours victimaire, la victimologie, plus jeune qui est parti et qui a été Martinique. À un moment donné, il faut que je comprenne que le discours responsabilité, il faut nous tchéber. Et il y a un problème en la gestion. Il y a un problème en la gestion, Raphaël. Ce n'est pas normal que la ville Fort-de-France endette à 200 millions d'euros. Ce n'est pas la France qui est endettée. C'est pas 200 millions d'euros. C'est 200 millions d'euros. Mais non. 70 ans. Il ne faut pas dire ça. Donc, on peut les chiffres là-bas, non? Mais non, mais je t'ai donné le chiffre la dernière fois. Laisse-moi parler. On peut pas les chiffres là-bas, non? Et il y a un problème en la gestion pendant qu'on a augmenté taxe foncière là, en l'air les gens qui ni sel bien qui se caillou, je vais un petit exemple. Je ne vais pas parler bien madame. C'est pas la question. Non, la question la responsabilité gestionnaire. Non, la question. C'est-à-dire que si vous par un moment donné, la France a des millions pour distribuer, mais où toujours nous responsables des fonds européens, c'est depuis 2016, la CTM, autorité de gestion des fonds européens. Et mon cadeau, l'État a géré, il a allé mieux que la CNU. Non. Attendez, vous allez répondre. Laissez-le parler, Michel. Et la CTM est en train de tirer un balle en pied. Vous savez qui ça? On a discuté de ça. On les a fait mandatement. Il y a une publicité qui a fait nous mandater. Les fonds européens, ils ont remboursé les ou payer. C'est les dépenses acquittées. Donc, leur mandater puis en monde. Et pour ne pas payer, c'est considéré ou pas failli. Mais Fred, tu sais. Attends, je vais un deuxième exemple. Fonds de compensation de la TVA. Si vous n'avez pas payé l'entreprise qui ou baille la TVA, qui a encaissé, l'entreprise qui a envoyé l'État à 8,5% et l'État qui a bas collectivité en TVA à 15%. Donc, les manques ouais que les dépenses d'investissement de la CTM, parmi les derniers qui descendent, c'est Mayotte seulement qui est derrière nous, entre 2021 et 2022. Ça peut vérifier ces chiffres-là. Makadou, un problème. Le taux d'exécution de la section d'investissement de la CTM, c'est 75%. Monsieur conseiller territorial, il peut dire ça. Donc, il ne faut pas dire, moi, réunionnais, il y a ces villages pour dire ça parce qu'il crée un fonds de préfinancement. C'est un collègue réunionnais, lui, qui dit moi ça. Il dit, bon, ça, nous créons un fonds de préfinancement. Nous avons avancé l'argent en l'air budget, l'agriculteur, il a fait tout l'investissement, il réalisé, puisque nous avons avancé l'argent,
nous, c'est nous, l'Union européenne, qui a remboursé. Et il dit, nous faisons un deuxième bagaille. Nous mettons en cellule d'accompagnement pour les porteurs de projets, puisqu'il n'y a pas de moyens. Nous doublons les capacités d'accompagnement collectivité pour accompagner les agriculteurs, pour porter les projets, pour y ça présenter. Donc, solution, nous n'y, mais nous préférons par commodité, dit comme ça, c'est l'autre là, c'est pas nous. Alors, merci. Michel, tu vas réagir, mais je veux quand même préciser qu'après le mandatement, tu sais qu'il y a un acteur qui donne l'autorisation au final. Le pays. Non, attends. Alors, vas-y, Michel, non. Le délai global de paiement d'une entreprise, c'est 30 jours. On est 30 jours pour payer, 20 jours pour mandater et 10 jours parce qu'en France, l'État en banque de payer le trésor, le trésor public. C'est banque-là qui a payé et il y a 10 jours. Sinon, on peut payer l'entreprise intérieur moratoire. Moi, ça m'a dit, alors qu'il est, tout le monde qui a dans la collectivité, si on ne peut pas payer dans le délai, payer l'entreprise intérieur moratoire parce que moi-même, l'entreprise, il a payé à géo en banque là. Moi, dis ça là. Et ensuite, l'on prélevé en l'argent, en l'entreprise là, notamment en retenue de garantie de 5%, l'année a passé, bail l'argent. Et là, mon cadeau que Raphaël, c'est qu'on n'a pas besoin de modifier la Constitution pour appliquer la loi. On attend. Alors, Michel. Bon, alors, pour revenir aux fonds européens, le problème des fonds européens est le suivant, c'est vrai que le paiement n'intervient que lorsque les dépenses ont été faites. Et c'est vrai que les PME, TPE n'ont pas toujours les moyens de se faire avancer l'argent par les banques. Alors, il y a toute une série de mécanismes qui ont été créés par de garantie pour pouvoir aider les entreprises à obtenir ces avances. Bien. Mais néanmoins, la mécanique qui a été créée par l'Europe est extrêmement complexe. Et le paiement, je reviens aux payeurs, même quand les procédures ont été vérifiées par les services de la CTM, il y a un processus de contrôle de l'État et un processus de contrôle du Trésor. Ce n'est qu'à ce moment-là que l'on peut payer. Par conséquent, les retards de paiement, et souvent, pendant que nous étions aux affaires, le Trésor lui-même avait des problèmes parce que malheureusement, il a été victime des politiques restrictives de l'État. Pas assez d'argent. Avec la suppression de beaucoup d'argent du Trésor. Le ministère des Finances, qui ont fusionné, on a fusionné la direction de la fiscalité, les services fiscaux et le Trésor, on a diminué de près de 100 000 agents dans les 10 dernières années le nombre d'agents. Et en Martinique, il a fallu l'intervention du président du conseil exécutif de l'époque qu'on puisse obtenir de l'État qu'il augmente un certain nombre d'agents parce que ce sont des procédures extrêmement complexes qui font que, enfin, je rentre dans les détails, la responsabilité du payeur est engagée. Personnel. Autrement dit, on ne peut pas déléguer un agent de la CTM au Trésor, il faut que cet agent soit assermenté. OK ? Par conséquent, c'est ce problème-là qu'on a rencontré. Et alors, bien sûr, il peut y avoir un décalage entre les entrées d'argent de la CTM, les entrées d'impôts, par exemple, au droit de mer, et puis les paiements que doit effectuer la CTM. Ça peut exister. Bon, et ce décalage, c'est un problème de trésorerie. À ce moment-là, on fait un prêt à court terme de trésorerie, pour pouvoir compléter les deux. Mais pour revenir au problème des fonds européens, la conclusion de tout cela, c'est qu'il avait été demandé très officiellement par l'ensemble des régions ultra-périphériques à l'Europe de revoir son mécanisme concernant la délivrance des fonds européens. L'expression que nous avions utilisée à l'époque, c'est que les fonds européens
on nous dit vous avez 350 millions, c'est comme ça ressemble au jambon qu'il y a dans les fêtes communales. Il y a un poteau. Le mat de cocagne, là. Un mat de cocagne. Il y a de la glu, puis un jambon au lait. Non, mais l'image est très bonne. Hein. L'image est excellente. Excellente. Sur de la glu, on fait croire au Martiniquais. Voilà. Il quand En tout cas, exactement. Merci beaucoup pour ces explications-là, et c'est ce que nous vivons aussi pour répondre à Fred. Alors, Guy Albert, et puis on va changer de sujet parce qu'on a passé 45 minutes sur le premier. Guy Albert, tu parlais de... Oui, tu parlais, donc tu as parlé du payeur, tu voulais ajouter quelque chose, non? Oui, non, je me dis que c'est vrai qu'on est tous confrontés à ça quand on a affaire à un payeur. Je suis moi-même ordonnateur, donc je sais très bien comment, quand tu as un payeur en face, comment effectivement ça peut prendre du temps. Bon. Il faut aussi ramener, tu sais, pour moi, ce que je n'aime pas, c'est qu'on devienne le censeur, je veux dire, on est nous-mêmes en train de se juger. Tu disais tout à l'heure qu'on va faire partir le peu de Martiniquais qui reste, mais c'est pas nous qui avons fait le parti. C'est-à-dire que c'est toutes les politiques qui sont absentes justement pour faire arrêter. Je crois qu'il ne faut pas non plus tomber dans ce jeu trop facile de dire voilà que bon, c'est nous qui pas bon. L'un des premiers pas de décolonialité, c'est notre rapport aux finances publiques. C'est-à-dire qu'il faut les décomplexer. Ça veut dire qu'il faut aujourd'hui avoir de la vertu, avoir de la rigueur, mais aussi avoir de l'ambition pour notre pays. Et je crois que c'est ce que nous voulons. Mais quand on a une caisse, ou est ou pas ouais, ça veut dire que mettez bon en euros d'après eux. Et vous non seulement pas en euros, ou t'es qu'à doué en euros. Je crois qu'aujourd'hui, quand nous voyons les rapports, je vous invite à les lire, ils sont publics. Les rapports de la Chambre régionale des comptes, les rapports de la Cour des comptes. Et quand vous les corrélez au rapport de l'IGAS, parce que l'IGAS quand même fait de beaux rapports aussi, et les inspections des établissements, qu'on voit l'inspection générale des affaires sociales, mais pas que l'IGAS, mais d'autres corps d'inspection. Et quand on se voit effectivement que c'est que la chambre qui tape sur toutes les collectivités, etc., blablabla. Mais quand on regarde le fonctionnement même de la machine étatique, on est loin d'être vertueux. Et ce qu'expliquait avec beaucoup d'intérêt et beaucoup, je vais dire même de brio, notre collègue Michel, c'est qu'aujourd'hui, il a une responsabilité certes de nos politiques, mais elle est peut-être essentiellement dans le fait de ne pas dénoncer suffisamment quand il y a une insuffisance normative nationale. Bon. Parce que regardez, l'employé, ou sont anti-entrepreneurs, anti-artisans. Mais d'accord, pour l'instant, vous travaillez en collectivité, Raphaël, là, voilà. Faut couper un délai parce que sans banque qui a avancé l'argent en bas, entreprise, avec un péage. Donc, je vais raconter tout ça au cas d'hier, mais il ne faut pas unir un monde en série, monde qui est vertueux, c'est-à-dire entreprise, on va demander à jour, payer charges sociales, payer toute cotisation, puisque si vous pas à jour, vous ne pouvez pas aller dans la commande publique. Donc, pourquoi mon entreprise a payé toute bagaille, et pourquoi dire, bon, eh bien, je vais comme moi, c'est là que je peux payer le trésor, je ne sais pas savoir qui est. Non, ce n'est pas comme ça l'économie a marché. Non, mais personne ne va dire ça. C'est pas comme ça l'économie a marché. C'est-à-dire que l'entreprise a fait dépenser ça, il paye les salariés. Parce que si les autres savent comment il y a posé, bien sûr. C'est-à-dire que si les grands salariés respectent, il faut payer l'argent en heure, il faut capable justifier fiche de paie. Chaque ligne, sauf chaque ligne qu'il y a, il faut dire, mais c'est ça, je vais payer, mais c'est ça. Donc, pas ni excuse pour dire entreprise, service banquier, par collectivité. Non, tout à fait. Non, mais on entend la souffrance, mais on disait simplement que ce n'était pas si simple. Et je voulais préciser quand même que par rapport à ce que disait Michel, aucun corps de métier, aucune administration n'est accusée. Ni le Trésor, ni personne, dans la mesure où il y a un manque d'argent et que forcément, ce sont des personnes qui croulent sous le nombre Et il ne faut pas oublier de dire que la CTM a mis à disposition du Trésor, enfin en tout cas du payeur, 9 agents, pour pouvoir liquider les mandats qui sont stockés au niveau de l'État. Absolument. 9 agents. Il faut savoir qu'il y a quelque chose comme 200 millions de mandats qui sont là, stockés, et qui ne sont pas encore payés. Dont les petites entreprises, dont les entreprises dont parle Fred. Il est chef d'entreprise. Depuis des années. Il est chef d'entreprise beaucoup moins. Aujourd'hui, beaucoup moins. Mais donc, très clairement, ce sont les entreprises qui souffrent. Et je dis à Fred,
tu sais très bien que les intérêts moratoires sont obligatoires. Et pour pas payer. Parce que le payeur doit obligatoirement payer les intérêts moratoires. Fred, non, pas d'intervention. Alors, je dis simplement aussi qu'il y a beaucoup moins que 200 millions. Bon, on doit être à moins de 200 millions aujourd'hui. Et en termes de délai, on est à combien là? Et non, mais il faut savoir aussi qu'on a eu... Dans le délai, nous sommes aux alentours de 65, 70. Non. Oui. Et non, on a eu... On a eu une cyberattaque incroyable. Hein. Donc, je précise ça quand même. Alors, on passe au deuxième sujet, s'il vous plaît. En tout cas, merci. J'espère que les téléspectateurs ont compris vos analyses. En tout cas, vous les avez expliquées avec passion et clarté. Alors, deuxième thème proposé cette semaine, c'est donc l'interpellation, la question d'une révision institutionnelle pour la Martinique, rappelée au président de la République par le président du Conseil exécutif, Serge Chimi. Et comme d'habitude, hein, puisqu'on a commencé à déflorer le sujet tout à l'heure avec les interventions différentes que vous aviez à propos de la réalité de la politique publique menée par les différents ministres, et donc je vais introduire le sujet en donnant quelques éléments. Alors, je vais quand même rappeler par exemple que l'Alsace, hein, qui est une région frontalière de l'Allemagne, l'Alsace est une collectivité européenne avec des compétences normatives, réglementaires et fiscales, hein, et que par le programme Interreg, elle trouve des solutions communes, hein, avec la possibilité de régler ses relations transfrontalières avec l'Allemagne. Je veux aussi préciser que donc le souhait du Congrès que Guy Albert a suivi, enfin, comme vous autres, hein, c'était de proposer une adaptation des lois nationales au contexte local, hein, de manière à pouvoir accorder des pouvoirs normatifs autonomes avec la capacité de créer des lois pays pour que ceci corresponde à la réalité. Puisque aujourd'hui, on sait qu'il y a des dysfonctionnements. Bon, on va bien évidemment parler du territoire, de l'exiguïté, de l'éloignement, de l'insularité, de l'absence d'industrie, de la tropicalité, de la Caraïbe comme bassin géographique cordial et, j'ai envie de dire, de relations privilégiées, de l'Amérique qui n'est pas loin. Et tout ceci s'inscrit dans une sorte de volonté de changer le logiciel de manière à permettre à nos territoires de s'intéresser à d'autres horizons, et puis de fonctionner différemment, c'est-à-dire d'arrêter cette relation, j'ai envie de dire, exclusive avec la France hexagonale, parce qu'on est dans un système d'économie de comptoir, on importe tout, et il y a possibilité, si on a un petit peu d'autonomie, en tout cas, c'est la volonté de la majeure partie des politiques, sauf quelques représentants En Marche, on a la volonté d'avoir... En Marche arrière. Je suis désolé. Tu n'as pas dit de doigts. Je n'ai pas dit de non. Oui. Des représentants de Marche arrière. Mais non, mais je finis mon introduction et vous allez parler. Renaissance. En marche arrière, en marche arrière. On a donc la volonté... Non, mais Michel, tu en formes aujourd'hui, mais en marche arrière. On a la volonté d'obtenir davantage d'autonomie, même si ça ne réjouit pas des politiques, et puis aussi une partie de la population martiniquaise qui, visiblement, serait suspicieuse concernant une aventure nouvelle, etc. Alors, bon, j'ai introduit un petit peu largement. Donc, Guy Albert, comme tu as commencé tout à l'heure, quand tu as parlé du Congrès, je vais d'abord te donner la parole. Donc, l'interpellation du PCE au président de la République. Oui, c'est une piqûre de rappel, c'est-à-dire voilà. c'est songer. Une piqûre de rappel, ouais. Songer, mais il était déjà... Parce que l'appel de Fort-de-France, c'est déjà quand même... Les préconisations sont déposées sur le... Je crois que ça a donné des effets, puisqu'on a nommé aujourd'hui, même là, la Touffrée, là, on a nommé 2 personnes, dont un médecin syrien, professeur de droit, pour nourrir le débat autour des évolutions, comme si nous pas déjà fait l'appel de Fort-de-France. Comme si, effectivement, il n'y avait pas suffisamment nourri ce débat, notamment dans le cadre du Congrès. Alors, j'aurais préféré synthétiser, avancer, organiser, restructurer. Comme si notre travail n'a servi à rien. Oui, voilà, c'est pas pour nourrir le débat, il n'est pas nourri assez quand même, mais nous pas qu'à nourrir toute la vie, puisqu'on connaît déjà. Mais je suis un peu sur ma faim parce que cette révision constitutionnelle qui date de, quand même, il ne faut pas oublier, mars 2003 quand même, on a quand même de grandes dates dans l'avancée de cette constitution. Tu as cité tout à l'heure, et j'aime beaucoup cette date de 46 parce que c'est la départementalisation, donc on est quelques bonnes années après ça. Je crois qu'on sait où on veut aller. On sait exactement qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir
faire évoluer la Constitution. Je suis un autonomiste, ça ne vous a pas échappé. Je ne suis pas du PPM pour autant, mais je porte ce combat, car je pense que l'hypothèse de l'indépendance n'est plus à peser aujourd'hui, en tout cas présentement. Ce qu'il faut aujourd'hui nous ramener, j'ai du mal, parce que j'ai du mal à comprendre une fois de plus que l'interrogation se pose, de manière même ontologique, sur le statut de l'outre-mer. C'est le statut de la France qui me pose problème, c'est pas le statut des outre-mer. J'ai vraiment un problème aujourd'hui à comprendre une France autant plurielle. Tu parlais de la Bretagne, de l'Alsace, de la Corse, qui sont autant d'exemples, et qui ne sont pas intégrés dans un remaniement statutaire de l'outre-mer. Je pense qu'aujourd'hui, une France qui a été coloniale, une France aujourd'hui qui a été suffisamment arrogante pour pouvoir se nourrir, je veux dire, des diversités des peuples, je le dis sans aucune forme devrait aujourd'hui revoir sa propre position constitutionnelle, oser se définir comme étant les France. Et c'est dans cet espace français pluriel, inclusif, cette République à laquelle j'adhère sans aucune réserve. Je n'ai aucun problème avec la République en tant qu'instrument aujourd'hui de gouvernance, que ce soit bien clair. Par contre, je pense que cette place que nous devons trouver dans la République, que ce soit la place martiniquaise, guadeloupéenne ou autre, ça passe nécessairement par une pensée, je vais dire, de ce qu'est devenue la France. Très bien. Alors, Fred, puisque tu souris en écoutant Guy Albert, je vais me retourner vers toi. C'était un appel. En parlant, en rappelant que l'URL a fait voter une loi d'égalité réelle. Donc, s'il y a une loi d'égalité réelle, ça veut dire qu'elle n'était peut-être pas si véritable que cela. C'est un aveu. Et donc, deuxième élément, la France une et indivisible. Pourquoi ne pas l'imaginer unie et indivisible dans la mesure où il y aurait plusieurs chances, comme dit Guy Albert. Quel est ton sentiment là-dessus, puisqu'on te sait un farouche défenseur de certaines idées politiques. Je ne vais pas dire qu'il y a une naissance ni maman, je dis personne. C'est le côté monté. Non, on te taquine. C'est le côté monté, c'était au PPM. Moi, parti parce que je tenais un désaccord, ça savent ça, les commandes là, et puis mon nier parti a été géré, et mon patelé est dans une génération qui coulait parti Césaire, mais là, je dis ça pour taquiner ça. Donc, mais, moi, d'accord, et puis Guy Albert, fondamentalement, Guy Albert, notre appartenance à la République française est constitutive de notre identité martiniquaise. Notre appartenance à la République française est constitutive de notre identité martiniquaise. Surtout quand on va les français bien. Ah oui, tout ça. Mais je ne vais pas mettre le créole de la Constitution, mais je ne vais pas parler le créole baïchouin. Et puis aussi, parce qu'il y a un autre qui a dit ça, puis il ne va pas parler le créole caillou, baïchou. Donc, voilà. Donc, il faut nous clairer, puis peuple là. Oui, nous pouvons revendiquer citoyenneté française, membre de la République française. Nous payons l'impôt du sang. En cette nous, nous participons aux guerres. C'est-à-dire que nous pouvons dire nous pas là venir macailler parce qu'il y a un danger. Front National a considéré nous comme des doucines, des danseuses, des profiteuses. Il a dit nous sommes des valseuses de la République. Eh bien, Front National a monté là, il a fait rôle et puis bordel là, mais il a veillé là pour dire ces messieurs, nous avons payé l'argent et puis nous n'avons pas faire d'autres l'argent. Donc faites attention à monter ces détails là. Donc nous revendiquer et fierté là. Moi pas ça aussi enseignant martiniquais qui a accepté petit pas chanter la Marseillaise parce que le président de la République a dit ça là pas longtemps. Il dit oui, moi d'accord pour apprendre la Marseillaise à l'école primaire. Réarmement civique. Oui, ou tenir moi-même pour il dit tu peux mettre l'autre. Donc faut nous savoir qui ça nous l'est à l'intérieur du cadre de la République. Absolument. Donc ça fait là on a dit nous l'indépendance, mais on a dit nous faisons un référendum. Pour nous savoir qui est combat, nous avons fait 3 référendums en Nouvelle-Calédonie. Nous savons combien de monde qui pour l'indépendance, combien de monde qui pour l'autonomie, combien de monde qui. Mais personne n'a pas dit nous fait ça alors que nous pouvons faire. On nous arrête de faire congrès macaque. Parce que le congrès est passé pour moi, c'est un congrès macaque. Je dis ça franchement. Et lui n'a pas venu. Il a fait une réunion, il n'a pas venu. Les gens qui pour 74, comme Michel, tout quand, pourquoi il n'a pas venu défendre 74? Les gens qui a dit qu'il y a un autre système, pourquoi il n'a pas venu? Bas peuple la option claire. Oui, il peut ça choisir. Non, mais tu étais pour le congrès. Non. Mais tu regrettes l'absence de certains congrès. Non, c'est-à-dire, tel congrès, c'est pour moi, il faut un congrès, on a la santé, on a les transports, on a de l'eau. Il faut un bail qui est intéressé Martinique. Mais ça,
ce n'est pas préoccupation Martinique, c'est moi qui ai dit ça. Alors qu'il est, l'électricité a augmenté en février, de près de 10%. Puisque il a évié mettre des taxes, après le quoi qu'il en coûte. Là où il a dit un monde qui a un chèque d'électricité, on a dit ça concret. Là où la CTM a dit qu'il y a un chèque, bah monde dans chèque là, pas fait attendre pendant 10 ans, payer chèque là, bourse là payé à date fixe par étudiant. Donc tous ces sujets-là, je dis c'est ça qui est la priorité de ces moments. Maintenant, nous ne pouvons pas aller l'évolution institutionnelle. D'ailleurs, je dis ça, moi oui, les mots, je vais finir de ça, mais nous là quand même, Martinique. Moi oui, là moi, le président du conseil exécutif là. Depuis décembre, je t'ai dit c'est deux compatriotes là, monsieur Frédéric m'ont lui félicité et monsieur Pierre Egea, un professeur d'université et puis un homme, non, il n'est pas militaire, il était président de l'Institut de l'entreprise. Il travaille en le problème fiscalité d'entreprise concret. On ne va pas dénigrer. Non, pas d'eau. Mais ça n'a pas dénigré. Non, ça m'a gardé. C'est sérieux. Parce que heureusement, ni militaire pour défendre nous. Donc, ça m'a gardé, oui. Je sais qu'il y a un logement Martiniquais qui est entré là, mais entre nous, on était un peu surpris. Les moins ça aussi, très attiré par les carrières militaires et les stands de l'armée a gagné beaucoup de succès. Les canis des réunions autour des métiers. Alors, mais pour oublier le SMA, ok, qui a joué un rôle fondamental. Il n'y a pas d'exutoire professionnel. Donc, on a fini pour ne pas être trop long. Oui. Ça m'a dit, c'est que, moi, je rigole bien parce que nous savons que le président a mis 2 personnes pour dialoguer. Bon, alors, le conseil exécutif fait un petit coup de pub pour dire oui, fais vite, et puis, si maintenant il était ça, mais tout ça, tu as bien connu. Donc, on a espéré en tout cas que le dialogue-là qui continue sereinement et puis l'État. Alors, je vais sans doute mal résumer ta pensée. Mais, Raphaël... c'est intentionnel. Raphaël, est-ce qu'il est vrai donc que le débat institutionnel est trop étiré, trop haut pour le Martiniquais moyen, et qu'il ne s'intéresse qu'au transport, qu'aux déchets et qu'à l'élagage des arbres sur les routes? La question m'arrange énormément. Pourquoi? Parce que la chaîne de causalité entre la Constitution, l'évolution statutaire et l'amélioration des politiques et des services publics est difficile à faire partager. Rappelez-vous le discours de Césaire dans les années 70, 3 voies ou les 5 libertés. Césaire essaie de faire comprendre à la population martiniquaise qu'il respecte énormément, parce qu'il le dit dans son discours. J'ai toujours écouté la population martiniquaise, sauf qu'il essaie de dire, écoutez, nous avons essayé la départementalisation depuis 1946. Nous sommes en 1970, puisque, enfin, 74, enfin, au début des années 70. Et nous n'arrivons pas à faire comprendre à la population qu'il faut changer de braquet. Parce que, rappelez-vous, en 70, ce que c'était. Le BIMIDOM a fait partie un certain nombre de Martiniquais, de jeunes Martiniquais, parce qu'il n'y avait pas de solution sur place. Et nous pâtissons de cette situation qui date des années 50-60, juste après la départementalisation. Donc, il sort son discours, 3 voies aux 5 libertés. 3 voies, ça veut dire l'indépendance, il discours sur l'indépendance, il faut dire c'est pas la bonne voie. La départementalisation, c'est-à-dire le conservatisme, l'identité législative avec la France, etc., c'est pas la bonne voie. La seule voie qui est bonne, c'est la voie de l'autonomie. Donc, il essaie et les 5 libertés, c'est ça, liberté du commerce, liberté politique, liberté de ceci, liberté douanière, etc. Rappelez-vous, si vous connaissez ce discours-là. Absolument. Donc, il décline l'autonomie, ce que l'autonomie pourrait nous apporter comme confort de vie. Ensuite, il y a eu la décentralisation. Rappelez-vous le moratoire. Il fait un moratoire en 1981 à l'arrivée de Mitterrand. Sauf que ça ne marche pas. Puisque Mitterrand est dans le conservatisme, et c'est ce que nous disions en aparté tout à l'heure, c'est le conservatisme de gauche. C'est-à-dire qu'il ne veut rien entendre sur les France dont tu parles, Guilbert. Les France dont tu parles, il pas nous a fait. La France est une et indivisible. Pas nous a fait, effectivement, pays, peuple, nation, etc. Ça n'a pas de problème, c'est pas bagaille. Donc il a dit, je vous donne la décentralisation. La décentralisation, c'est quoi? C'est la décentralisation avec la déconcentration, c'est-à-dire qu'il garde son préfet sur place, qui va diriger le pays pour toi, à ta place. Sauf que c'est plus le préfet qui gère le budget du conseil général et du conseil régional, parce que le conseil régional a été créé entre-temps.
Décentralisation. Décentralisation. Mais c'est tout. C'est tout ce qui est a posteriori quand même. Mais contrôle a posteriori. Mais ça, c'est une avancée, puisque tes décisions sont exécutoires dès qu'elles sont prises et dès qu'elles ont été transmises au préfet. Le préfet garde toujours, son ascendant sur trois élus par la population martiniquaise. Donc on continue. La légalité, contrôle de la légalité. Oui, contrôle de la légalité, il est obligé de transférer au tribunal administratif s'il veut contester la décision que tu as prise. Il a 2 mois pour le faire. Mais après, qu'est-ce qu'on fait? Là, on est en train de patater, puisque, en fait, moratoire, on ne pas savoir ce que ça peut nous faire. Pour nous, c'est ça, comme la phrase que j'ai utilisée là tout à l'heure, le lien de causalité entre la Constitution et puis l'amélioration des services publics et des politiques publiques, eh bien, le lien n'est pas fait. Il n'est pas fait parce que la population ne comprend toujours pas. Parce que notre problème à nous, c'est ça, c'est de faire comprendre à la population qu'il faut qu'on avance. Parce que beaucoup sont contre ça, notamment les chefs d'entreprise. Il a dit, mais non, je reconnais. Lorsque Fred me dit, mais non, mais c'est pas ça, j'ai ni suffisamment pouvoir et compétences, je peux utiliser, c'est quand j'ai qu'à mal gérer. Je reconnais les chefs d'entreprise, c'est leur langage. Allez à la chambre de commerce, les chambres de commerce de Guadeloupe, de Martinique, etc. C'est le langage. C'est le langage de ces compatriotes. Vous dire, mais nous avons des plus pouvoir, mais pour l'instant, ils ne sont pas qu'à payer nous. Alors j'explique pourquoi ils ne sont pas payés. Je l'explique très clairement. À savoir que c'est parce qu'il n'y a pas suffisamment d'argent. Pourquoi est-ce que la ville de Fort-de-France est dans cette difficulté? C'est parce que la ville de Fort-de-France n'a pas les moyens. Il était cassé Boulon Césaire parce qu'il était de gauche et qu'il a les fait sauter. Donc il a dû utiliser des emprunts toxiques, des choses comme ça, qu'il a payé des yeux de la tête et qu'il a payé et que la ville de Fort-de-France continue à payer très récemment. Des emprunts toxiques, enfin vous savez ce que c'est. Oui. Bien sûr. Bon, et puis donc nous avons pris la déclaration de Rivière-Blanche, enfin Charles, tu devais être là certainement, déclaration de Rivière-Blanche, qui a permis de décliner l'autonomie, c'est-à-dire la culture avec le créole, etc., pour que nous essayions de faire comprendre à la population où nous voulons aller, où on espère qu'elle ira avec nous. Mais ce n'est toujours pas le cas. Pourquoi? Parce que jusqu'à maintenant, nous ne sommes pas capables d'expliquer véritablement quel est l'avantage que nous tirerons de pouvoir normatif qui nous serait attribué. Et puis, il y a eu l'appel de Fort-de-France. Mais l'appel de Fort-de-France est une excellente initiative. Parce que c'est parce qu'il y a plusieurs présidents de collectivités qui se sont réunis à Madiana que le gouvernement a commencé à se dire tout ça, monde qui réunit là, c'est que ni en vent, ni en fronde contre nous. Le plus fort de France. Ah bon, le plus fort de France, tu as raison. C'est qu'on y en fronde contre nous. Donc, il faut nous faire attention. Et je termine là. Et il précipité pour faire qui ça? Eh bien, pour faire justement le SIOM. 71 mesures, enfin 72, enfin 71 mesures, pour essayer de donner satisfaction, pour améliorer le confort de vie des populations. Parce que quoi qu'il y ait sa population, nous, quoi qu'il y ait sa peuple, nous sommes des peuples. Eh bien, pour les populations des 10 outre-mer. Alors, j'en termine, Charles, j'en termine. Et vous voyez bien que c'est bien parce qu'il y a eu cette progression, le discours de Césaire, 3 voix aux 5 libertés, déclaration de Rivière-Blanche, puis l'appel de Fort-de-France, que nous avons pu faire un pas et convaincre le gouvernement de ce qu'il faut changer de braquet et qu'il faut qu'il soit un peu plus attentif à nos revendications. Très bien. Alors, Michel, donc, le peuple donc, est souverain, en fait, parce que le peuple, juridiquement, c'est celui qui autorise par son droit de vote. Le peuple, il ne serait pas sensible à ce que les hommes politiques, enfin les politiques que tu n'aimes pas, les hommes politiques comprennent, dans le sens où, ce que expliquait Raphaël, on a besoin de pouvoir normatif de manière à être plus efficace dans la résolution des problèmes du quotidien, mais ça, le peuple ne l'entend pas encore. Alors, quel est ton sentiment là-dessus? Alors, on peut avancer à cela toutes sortes de raisons. Bon. La première raison fondamentale, elle n'est pas propre à la Martinique. Dans tous les pays coloniaux, le système colonial essaie de persuader les peuples colonisés de leur incapacité consubstantielle à s'autodiriger. Par conséquent. Laissez-le développer. Bien. Moi, j'ai vécu en Afrique, avant l'indépendance, avec mon père. Le discours était le même.
il y a eu une sorte d'autonomie avec Gaston Defferre, la loi cadre, qui a créé une sorte d'autonomie dans les pays africains. Il y a eu de très fortes oppositions de la part des fonctionnaires et des représentants de l'État français à cette petite réforme. Bon. Donc, la situation actuelle, c'est qu'elle mélange la complexité de la structure administrative française, c'est-à-dire l'État, les régions. La Martinique, on n'est pas dans ce cas-là. Régions et départements ont été fusionnés. Et les communes. Bon. Ce qui fait que, sur une question comme la question de l'eau, d'autres questions sur les questions économiques, nous sommes pris à notre propre piège, notamment la décentralisation. Les Martiniquais sont convaincus que nous détenons tous les pouvoirs, et notamment le pouvoir d'édicter, je prends l'exemple, en matière de commande publique, qu'on a le pouvoir de désigner les entreprises martiniquaises à notre gré, ce qui est faux. Parce qu'il y a un code des marchés publics qui impose la mise en concurrence et que par conséquent, on ne peut pas, une collectivité ne peut pas désigner pour faire un travail s'il y avait 3 entreprises, 2 entreprises françaises, une entreprise martiniquaise, décider que c'est une entreprise martiniquaise qui aura le travail. Ce n'est pas possible. Ce système-là n'est pas possible. Il est possible avec l'article 74. Il est possible avec... Bon, ce qui veut dire que nous devons conquérir ce pouvoir. Si nous voulons développer les entreprises martiniquaises, les amener à innover, à se moderniser, à embaucher, à acquérir des compétences, nous devons avoir la capacité d'utiliser les marchés publics, l'argent qui vient de l'État et de l'Europe, de l'utiliser pour faire travailler des entreprises martiniquaises, des cadres martiniquais, des ingénieurs martiniquais, et non pas que l'argent arrive ici et entre dans les caisses des multinationales. Ou des assistants maîtrise d'ouvrage. Et retourne en Europe. Voilà. Alors, ça, c'est une forme d'aide. C'est une forme d'aide qui est une aide bidon. C'est l'aide qui, d'ailleurs, que les Occidentaux accordent aussi aux pays sous-développés. Ça s'appelle l'aide liée. Je te donne de l'argent. Mais tu achètes chez moi. Je te donne de l'argent, mais tu prends Bolloré. Ça s'appelle le Calidon, hein, bon. Ceux qui avaient la modèle. C'est ce système dans lequel nous vivons. OK? J'ai pris cet exemple, on pourra en prendre d'autres. Bon. La fiscalité, c'est la TVA. La TVA, elle rentre dans les caisses de l'État, elle va dans l'État français, et l'État te redonne, dans le budget de la CTM, des fractions de TVA qu'il décide lui-même. Ce qui fait que ta collectivité territoriale de Martinique, compte tenu de ses compétences en matière sociale, elle est sous-dotée financièrement. C'est-à-dire, nous avons fait l'étude avec Marie-Jeanne, contrairement à ce que pensait l'opposition de l'époque. Nous avons fait l'étude, l'opposition de l'époque. Je ne vais pas aller plus loin parce qu'on pourrait différer. On a fait l'étude. Le budget, en gros, c'était 1,2 milliard, 1,3 milliard d'euros, dont 900 millions de frais de fonctionnement, dont 700 millions de dépenses sociales, RSA, personnel, etc. C'est-à-dire que tu n'avais pas de marge de manœuvre pour l'investissement. Et avec des responsabilités, on a fait le calcul. Si on voulait remplir les responsabilités inscrites dans la loi de 2011, faisant partie des responsabilités de la CTM, il aurait fallu 350 à 400 millions de plus au budget.
D'accord, très bien. Bon, donc mais oui, c'est ça le problème. Bon, par conséquent, pour l'eau n'est pas de la responsabilité de la CTM, et de la responsabilité des EPCI. Oui. Des communes. Mais les EPCI n'ont pas les moyens. Ben, se tournent vers la CTM. Et la CTM essaie, sur ses fonds propres, de les aider. Mais la rénovation du réseau d'eau, qui a fait partie, qui a été un des sujets les plus brûlants, polémiques de la précédente mandature, c'est 600 millions d'euros. Et le plan eau d'hommes inscrit dans l'État, c'est 250 à 300 millions d'euros. Pour les DOM. Pour les DOM. Pour les DOM. Et bon. Le nôtre, c'est 600 millions. Bon, autrement dit, la question qui est posée aujourd'hui, et pour laquelle le gouvernement fait un pas, parce que la nomination des 2 experts, c'est quoi? C'est que après l'appel de Fort-de-France, les présidents de collectivités ont rencontré le gouvernement, ont rencontré M. Carinco, etc. Et le gouvernement a dit, bon, la révision de la Constitution, c'est la Nouvelle-Calédonie. Il y a un processus qui est en cours pour la Corse. Bon. S'agissant des DOM, on va voir après. Bon. Faites-nous des propositions. Et je vais, moi, nommer des experts. Et puis, pas de nouvelles. Ouais. Bon, alors, moi, je ne vais pas rentrer dans le cancan de savoir, non, bien sûr, savoir si le Timmy a eu tort ou raison. Le fait est, c'est qu'aujourd'hui, le gouvernement est obligé de nommer 2 experts pour examiner la question de l'évolution institutionnelle. Ça veut dire ceci, qu'aujourd'hui, 18 janvier 2024, le gouvernement a inscrit sous la pression des collectivités d'outre-mer la question de l'évolution institutionnelle au calendrier politique de l'année 2024. C'est ça la question. Très bien. C'est ça la question. Alors, un mot, un petit mot. On passe à notre sujet. Je ne vais pas battre la première raison, on est d'accord avec Guy Albert, pour qui il faut nous renforcer l'appartenance à la République française. Nous payons l'impôt du sang. Deuxième bail là, c'est que ils ont voté la décentralisation et la départementalisation en 1946. Il y a 78 ans. Chaque élection, c'était pour ou contre l'indépendance ou le maintien dans la France. Martinique a voté systématiquement pour le maintien dans la France. Une deuxième raison. Donc, ça m'a dit ce moment là, c'est que faire un congrès sur le schéma d'aménagement régional et puis le schéma maritime et de valorisation de la mer, pas imposer les marins pêcheurs des zones de mouillage pour dire, mais c'est ça, nous disons, nous allons mettre des bouées, monsieur, il faut un grand on sortit là. Non, indemniser marins pêcheurs. Même moi, je ne pas indemniser le chauffeur taxi, indemniser marins pêcheurs si autres les parties. Mes positions, moi. Donc, pour dire, on peut pas, là, pas ni schéma, ou pas ni un schéma d'aménagement. Comment on a venir du gouvernement ou les virer en disant. Oui, ça m'a dit là. Moi, je dis ça. Nous pouvons faire une émission en entier. Ça m'a dit, c'est qu'on dit, Rodolphe Désiré, le grand sénateur, pavillez, mettez-nous dans le bocal institutionnel. Bon. Alors, je t'ai donné la parole finale. Bon, il n'y a pas de souci. On s'est tous expliqué sur le sujet. Je pense que les téléspectateurs se sont fait un point de vue sur les différents arguments proposés. Alors, nous allons passer, parce que l'heure file, nous allons passer à la sage qui capte, si vous voulez bien. Hein, je vais aller on passe sur la polémique de... Oui, parce que là, 48, il reste à peu près un quart d'heure. Et comme c'est quand même un coup de tonnerre hein, dans le ciel, j'ai envie de dire, obscur aussi de l'économie martiniquaise, je vais me retourner vers Fred, hein, qui est un entrepreneur aussi. Bon, c'est quand même un sujet d'actualité qui concerne la Martinique. Dramatique. Tout à fait. Vous voyez ça? Dramatique. Mais je pense que là, mon point, parce que comme ça, on a gagné un petit débat. Ouais. Nous, ça, je suis Capron, Josiane Capron, nous ne sommes pas fermés, on continue, qu'à continuer Goumen. Ouais. Vous savez, c'est ça, les petites entreprises martiniques, les artisans, les chauffeurs taxi, les bouchers,
c'est des gens qui ont fait pays à vivre. Et position moi, après des années de militantisme, d'élus, je peux constater que souvent, ces gens-là, ils ont le sentiment qu'ils ont abandonné. Nous pas dans le réel, nous ne pouvons pas les dire le bagaille. Donc là, en société qui a existé depuis 80 ans, hein, plusieurs générations, c'est une génération, c'est 25 ans, donc quand même, comment dire, 3 générations. Et ça, Ikadou, c'est en fait la concurrence venue d'ailleurs, et notamment de Chine, et qui a fait qu'on peut importer en conteneur sachet, ben, ils ont fabriqué, on va mettre un monde pour dépoter, des monde pour mettre à dans rayon, et puis c'est fini. On n'a pas besoin de faire industrie encore, on nous finit avec besoin de faire industrie. Pour tu nous va former ingénieur, pour tu nous va former électromécanicien. Et ça, il a dit, et là, moi d'accord, et puis, c'est que si nous les protégeons, tissus, les petites entreprises, là, oui, il faut nous continuer le combat du grand camin financier, le combat de la dérogation à l'Union européenne, parce que la France est même pris à danger là, dans l'Europe. Donc nous-mêmes, il faut nous défendre. Statut, et c'est là que nous faisons européen, il doit y ici vrai, mais peut-être que faut nous voir comment nous avons réparti les fonds européens et nous avons mieux accompagner pour l'argent. Peut-être que nous faisons une réforme de l'octroi de mer pour considérer qu'on taxe carbone, par exemple, si on a des évolutions, on va proposer ça. La France et les États-Unis, qui ça y a fait l'Europe pour protéger l'industrie? M. Biden, et puis l'autre monsieur qui était là, Inflation Reduction Act, il a financé massivement cette entreprise loto américaine, et puis il a dit Chinois, non là, sous les ventes loto là, sous les ventes loto, aux États-Unis, viennent fabriquer aux États-Unis, pour le moment, nous remettons des taxes en l'or. Alors nous, qui n'y anti-économie, nous ne pouvons pas ni en... Donc, Fred, attends. Pouvoir normatif. Non, nous pouvons faire dans le cas actuel. Nous pouvons faire dans le cas actuel, Raphaël. Nous pouvons faire dans le cas actuel. Nous avons besoin de pouvoir normatif en plus. Commencez par frère Fonds Jérémia, qui pas servi. L'opposition de l'époque, eh bien, il n'était pas là au Fonds Jérémie, il était d'où servi. Mais il finit là, 2023. Les Fonds Jérémie. Des fonds qui étaient capables de permettre d'accompagner. Ben oui, les petites entreprises, et c'est en fond. Oui, ça nous peut entrer dans la technique. Mais n'empêche que ni Tagui avant, ni Tagui là, il pas servi. Hein? Et puis, d'où l'argent européen, ça trop complexe. Non, Réunion est arrivé, fait. Si je regarde ça, c'est parce que je regarde comment il a fait, il a servi. Donc, nous pouvons utiliser les leviers que nous avons, matiniques, pour accompagner ces. Parce que ça, vite, moi-même, j'aimerais finir ça. Pas ni qui fait moi la peine, disparition, la Socomore, monsieur. Nous tenons la Walls de la production, la transformation de la nana. Ils vendent là en vil prix. Nous tenons ici, il n'y a pas d'entreprise qui a fait recyclage plastique, etc. 6 millions d'euros de fonds publics. Il partit. C'est-à-dire là, nous avons une entreprise qui a permis de faire emballage alors que nous n'avons besoin d'emballage. Alors, je pense qu'il faut nous peut-être, avant de partir dans un débat institutionnel, faire un congrès sur la protection des petites entreprises martiniquaises. Bon, alors, Michel, je vais te donner la parole, mais Fred, je lis quelques petites recherches. L'État français donne 1 milliard de soutien aux entreprises des DROM en général, avec les allégements de cotisations sociales pour 40 000 entreprises et 240 000 salariés. Donc, il y a une aide amenée par l'État. Et Michel, je te donne la parole maintenant concernant ce coup de tonnerre-là. Bon, alors, effectivement, là où je partage le point de vue de Fred, c'est que cette entreprise a été victime de la concurrence extérieure. Bien. Alors, elle était aussi victime de... il n'a pas dit pourquoi, mais de décisions prises au niveau européen qui ont interdit les sachets plastiques à un moment donné. Bon. Par conséquent, cette entreprise a... Pendant les 80 années de son existence, elle a fait preuve d'une agilité, elle s'est adaptée au marché. Bon, le marché de l'emballage s'est développé. Les entreprises ont essayé d'avoir des emballages de plus en plus sophistiqués, performants. Moins cher. Moins cher. Elle s'est adaptée. Bien. Le problème, c'est qu'elle n'est pas parvenue. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que je n'oublie pas. Et avec Fred, nous étions dans la commission, dans l'octroi de mer.
Je n'oublie pas que Mme Josiane Capron était présidente de l'AMPI. L'AMPI, l'Association martiniquaise de promotion de l'industrie. Et qu'à ce titre, elle a été un soutien permanent, sans faille, des élus pour toutes les attaques perfides de l'Europe, de l'État français, le ministère de l'économie, contre l'octroi de mer. Rapport Ferdi, par exemple, etc. Dis-lui bien que Mme Capron était sur la même position que les élus, pour qu'il n'y ait pas de doute. Hein. Oui, bien sûr. Chacun comprenne. Hein. Oui, ouais, d'accord. Bon. Et donc, par conséquent, la chute de l'entreprise Capron a une double signification. Bien sûr, une signification économique, une signification sociale, puisqu'il n'y a pas d'emploi. Mais aussi, c'est le fait que c'est la présidente de l'organisation qui représente l'industrie martiniquaise. L'industrie martiniquaise, aujourd'hui, c'est 8000 emplois. Donc la symbolique aussi est importante. Ah, ok. C'est 8000 emplois. Bien. Par conséquent, c'est 7 à 8% du PIB, du produit intérieur brut martiniquais. C'est le secteur industriel le plus important de l'ensemble des départements d'outre-mer. D'accord. Dans les autres départements d'outre-mer, l'industrie, c'est 3-4% du PIB. Bon, par conséquent, ça a une signification importante. Au moment où l'actuel gouvernement, l'Europe, remet en cause l'octroi de mer, il a invoqué les États-Unis. On pourrait invoquer d'autres pays, mais il a raison d'invoquer les États-Unis. Le temple du capitalisme. Le temple du capitalisme du libre-échange, de la libre circulation des marchandises et des capitaux, utilise les instruments de l'État, l'intervention de l'État dans l'économie. Voilà. Bon, eh bien, nous devons faire de même. Voilà. Mais ce n'est pas l'État français. C'est la collectivité. C'est l'État autonome. C'est l'État autonome martiniquais que nous aurons arraché à l'issue de cette révision constitutionnelle de la France qui pourra défendre l'industrie, l'emploi, la modernisation de l'économie martiniquaise et faire que nous ne soyons pas dépendants de l'importation comme nous sommes maintenant. Bon. Alors, d'accord. Non, je n'ai plus rien à dire. Je souscris parfaitement à ce que vient de dire Michel. Bon, c'est pas clairement. Alors, tu vas parler tout à l'heure c'est toi qui vas lancer le dernier sujet, parce qu'on a... Le dernier sujet, ce sera quoi? C'est le SDF qui est décédé. Oui. Alors, Guy Albéan, ton sentiment là-dessus, ingénieur social que tu es, non, il y a de l'économie aussi dedans, et puis il y a la concurrence. Il y a de l'économie, mais il y a surtout la disparition de patrimoine. Je pense qu'il faut, indépendamment des affaires économiques, qu'on puisse arriver à créer un label de sauvegarde, parce que c'est ça nous qu'a fait. C'est pas la montagne de la Zemmerie, pas patrimoine. C'est pas certains monde font soit qu'à mettre patrimoine dans des côtés, dans des musées. Il y a un patrimoine économique martiniquais. Et ce patrimoine économique martiniquais doit être sauvegardé coûte que coûte. Aujourd'hui, ce que je défends, ce n'est pas une cause monétaire. Je ne suis pas un capitaliste. Mes premiers pas en politique, je les ai fait au Parti communiste. Non, c'est vrai. Je tu es donc assis au bon endroit. Non, mais je ferai mes premiers pas avec Michel Branchier et d'autres personnes au Parti communiste. Donc je crois que je suis vraiment un anticapitaliste. Il avait de bonnes relations. Non, mais c'est vrai. Donc, il faut à un moment comprendre aujourd'hui que ce qui se passe là, c'est qu'il y a une disparition d'une entité morale, une identité patrimoniale à travers ça. Et là où on a failli, là où l'État a failli, ça a failli arriver à France-Antilles, rappelez-vous. On n'était pas si loin que ça à France-Antilles. Oui. C'est qu'il faut coûte que coûte
peu importe la situation économique. Dis quoi qu'il en coûte. Quoi qu'il en coûte. Oui, c'est le cas de le dire. C'est vrai, c'est le cas de le dire. Quoi qu'il en Il vaut coûte. mieux le faire que le dire. Oui, voilà. Pouvoir inscrire, à un moment donné, des entreprises dans notre patrimoine économique et notre patrimoine culturel. Capron, c'est parti en entreprise. Capron, c'était la Martinique. Madame Capron, Josiane Capron, notamment, mais tout ce qui vient avant Madame Capron, Papisco, fils Papisco, me passable la région. Tous, à un moment, ça a donné ce que nous avons de culturel dans la façon d'entreprendre. C'était le cas de Girard, Biscuit Girard, tous ces gens-là. Je crois qu'on a un devoir, Chocolat et l'eau. de conserver, Mais ça, c'est métier. quoi qu'il en coûte. C'est ça. Quoi qu'il en coûte. Parce que c'est trop facile de nous faire croire que l'industrie martiniquaise appartient à certaines castes et peut-être pas à ces temps-là. Je crois qu'aujourd'hui, je ne fais la guerre à personne. Je n'ai aucune, si vous voulez, ambiguïté dessus. Mais je crois que quand il y a des personnes qui ont eu l'audace, à cette époque, c'est ce dont je parle, qui n'ont pas hérité, qui ont eu l'audace, à cette époque, d'investir, de tenir, d'aller, de donner à manger à plusieurs centaines de personnes, je pense qu'il est pour nous j'ai un peu honte de voir qu'à la barre d'un tribunal, qu'on puisse prononcer sans vergogne la liquidation judiciaire d'une entreprise patrimoniale et emblématique du patrimoine économique martiniquais. Très bien. Alors, juste avant de donner la parole à Raphaël sur le dernier thème, Michel me tend un document. Donc, Josiane Capron a été le président de la MPI en avril 2018. Pendant toute cette période, malgré un plan de redressement continuation sur 10 ans, la société connaît des difficultés persistantes conduisant à une modification par la justice du plan en mars 2021. En 2022, l'état des créances a été déposé au greffe du tribunal, etc. Donc, la situation s'aggrave. Enfin bon, en tout cas, on est solidaires, Madame Capron, Absolument. que j'ai eu le plaisir de rencontrer justement dans le congrès des élus. Et elle est venue témoigner, donc, en tant que présidente des industries en Martinique. Alors, Raphaël, merci d'accepter de répondre à une question qui est un petit peu embarrassante. Je vais bien évidemment la contextualiser. Il y a un décès d'un SDF à Fort-de-France. On sait que Fort-de-France accueille de nombreux SDF qui viennent des communes environnantes. Je crois que la CIS offre entre 300, 400 ou 500 repas par jour aux personnes en difficulté à Fort-de-France. On sait que ça génère de l'insalubrité, une dégradation des rues, peut-être un petit peu d'incivilité aussi. Le chef-lieu, il est le réceptacle de toutes les difficultés de la Martinique, et le décès de ce SDF-là, il sera pris en charge par qui? Et puis, donc, j'ai envie de te poser la question de savoir, est-ce qu'il n'y a pas nécessité d'imaginer une prime de centralité pour, enfin, je ne sais pas qui va la financer, mais en tout cas, c'est une question qui se pose de savoir comment faire pour aider finalement un chef-lieu qui est donc tellement sollicité par ailleurs sur tous les problèmes. Alors, ça, c'est bien malheureux qu'un errant puisse perdre la vie comme ça dans les rues de Fort-de-France. Mais ces errants-là sont 500, minimum, 500 errants dans la capitale, aujourd'hui. La CIS prend en charge beaucoup d'entre eux. Beaucoup d'entre eux refusent de venir dans ces lieux-là parce qu'ils préfèrent leur liberté, ils préfèrent errer dans les rues, mais il n'empêche qu'il y a une sorte de SAMU social qui patrouille dans les rues, connaît bien ces SDF pour pouvoir effectivement leur venir en aide. Donc il y a un engagement et un accompagnement extrêmement important de la ville par le biais de la CIS pour pouvoir effectivement faire en sorte que ces errants soient pris en charge et puissent connaître un minimum de confort, ne serait-ce qu'en s'alimentant. C'est un véritable problème pour la ville parce que ces personnes se trouvent bien souvent devant les commerces. C'est ça. Ce qui signifie qu'il y a naturellement des nuisances. Des nuisances, c'est une difficulté qui est dénoncée par les commerçants. Dénoncée non seulement par les commerçants, mais par les riverains de manière générale, des rues de la capitale. Donc c'est un problème pour lequel nous sommes seuls pour l'instant. Qui va l'enterrer, ce monsieur? Ce monsieur va être pris en charge. De toute façon, il y a une procédure. Il y a une procédure mais c'est la ville, qui veut que... Oui. Par les indigents, par le biais du CCAS, qui paye effectivement les funérailles de ces personnes qui, de toute façon, n'ont pas de famille. Parce que s'ils
si elles avaient une famille, elles ne seraient pas dans la rue. En tout cas, elles peuvent en avoir une, sauf que, bon, bien entendu, elles sont pas accueillies par leur famille et donc elles sont laissées à la charge de la collectivité publique. Donc c'est vraiment embêtant parce que nous ne savons pas comment faire pour aller plus loin parce que c'est un problème de moyens. Mais je peux vous assurer que l'effort est permanent et évolutif. Nous avons même nous avons 2 élus au conseil municipal de Fort-de-France qui sont chargés de ça. Il y a la présidence de l'Assise, qui est donc Claude Formont, et puis une autre élue, Peggy Charles, qui est chargée de ça, qui travaille à l'Assise, mais qui évidemment suit ces affaires-là de manière très précise et de manière permanente. Donc nous essayons naturellement de faire face à ça, mais nous sommes débordés, parce que 500 errants, c'est énorme. C'est énorme, c'est complètement difficile. Il faudrait plusieurs établissements comme l'Assise pour pouvoir en gérer, mais comme nous sommes seuls, alors les charges de centralité dont tu parlais sont mal compensées, parce qu'aujourd'hui, on ne tient pas beaucoup compte de ces charges, pas seulement pour les errants, mais pour le carnaval, etc., qui représentent effectivement des charges qui sont extrêmement importantes, parce que quand on parle du carnaval, c'est le carnaval de la Martinique, c'est pas seulement le carnaval de Fort-de-France, tout le monde vient, il y a des milliers de personnes qui sont dans les rues, et je ne parle même pas du festival ou du 30 décembre. Le feu d'artifice. Voilà. Donc, c'est un effort conséquent qui est fait, un effort permanent. De plus en plus, nous évoluons vers des procédures qui nous permettent de juguler cette difficulté-là, mais il faut avouer que c'est compliqué et c'est difficile. D'accord. Fred, ton regard d'anthropologue. Raphaël, ouais, c'est l'échange de centralité, donc on dit ça pour parfois mes pères comprendre les autres cas, il y a augmenté encore taxes sur les noms, taxes d'habitation, puis ça, comme ça. Donc, mon lien là, ça, c'est pas voir. Pas ma réponse. Ça m'a pas réponse. Non, la parole m'a répondu. Où a fait l'artificialité belle l'année là, parce que j'autres fait écoute 15 minutes, mon grand machin, mais j'autres fait en innovation, j'autres fait appel à 2 gros sponsors, la CMA-CGM de M. Saadé et puis M. Bernard Ayotte qui finançait. Alors, on a trouvé ça un bon bagaille, que justement, nous demander le secteur privé contribuer, Tibrin, les supermarchés, les surplus, parce qu'il y a des associations, ça arrive, mais il y a des petits marché et l'asile, ou bien marché et la commission. Et moi, je peux dire parce que moi, c'est un ex-mari, ça, et ni moi, je mari à la marché. Moi, je mari qui a planté les gyms, continue, moi, là. Les gyms, nous, bon. Et moi, je qui a un bon d'achine aussi. Et le rapport avec le SDF? Je ne on va aller assez souvent au bon marché. Mais je suis au marché. On va aller, on va avoir un regroupement qui, le midi, le moment, il a venu porter manger. Balé SDF là, le long du canal là, à côté marché Parc Floral là, et puis à Nantilaria, la maman elle a Gavane Coco, la nière famille Sainte-Marie, je vais saluer Gavane Coco là tous les dimanches. Et pas ni longtemps de ça, il y a un bouc là, à terre là, Nantilaria. Donc, ça, je ne sais pas le concret, le réel. Donc, il faut que le secteur privé, les surplus, toutes les bails ni dans les grandes surfaces. Parce qu'on ne sent pas contre la sécurité, mon content. Michel dit ça. Nous c'est Macadou, nous c'est effectivement le département d'outre-mer qui est le plus gros secteur industriel et le plus gros industriel des Antilles Guyane. Parce que maintenant nous dit ça là, ou dit ça en Béché, ben, peu importe que ça en Béché, c'est vrai c'est Michel Despointes, depuis il mettait l'usine pour moi, il bat mon travail et puis nous continuer parce qu'il y a le monde qui n'a pas acheter produit bokai nous, ne pas même savoir qui moun ka fait parce que peut-être l'usine dans cet état en monde qui béché mais il y a l'autre qui travaille en idée. Bon, ça me le dit c'est que faut que le secteur privé contribue mais où c'est ingénieur social, on connaît ça mieux que moi. Problème errance là et puis ça qui a travaille moins, c'est le moment là qui a perdre tête c'est-à-dire où il y a un problème de santé mentale. Et peut-être que nous parce que nous avons des bons médecins, nous avons des bons ingénieurs Martinique, Galbert. Donc faut nous peut-être que nous semblait que nous pouvons, par exemple, qui ça nous a fait, puis c'est fiche hospitalier là. Parce que chaque fois que passé devant, par exemple, l'hôpital le matin, et moi pas fait roche, personnellement, nous ne pouvons pas les connaître. Nous ne pouvons pas les connaître citoyens libres. Si nous avons en fait, même si c'est du ingénierie, eh ben, la fini. Donc, ça m'a dit, c'est que faut nous quand même nier un projet pour les friches hospitalières
Martinique, Colson m'a parlé, ça qui est divini, et un vrai projet d'accompagnement social. Je pense que nous n'avons pas besoin de personne à l'extérieur, que nous les moyens faits, en nous faisant un congrès sur la prise en charge sociale. Alors, c'est ton secteur, Guy Albert, mais on va aller Non, vite mais, parce que- non, mais il faut, avant de terminer, que tu me donnes la possibilité de répondre à Fred. Donc, tu répondras en un mot. Vas-y, Guy Albert, c'est ton secteur. Non, mais c'est vrai que l'errance, c'est un vrai problème. C'est-à-dire que l'errance, ce n'est pas forcément le fait de la drive ensorcelée. C'est Jerry Létan qui était créé ça, une sorte de drive. Qu'a songé. Ah, c'est une belle expression. Oui, la drive ensorcelée. Au Romarotte. Il y a la richesse, machin, etc. Donc, on voit. Pour moi, l'errance, c'est un vrai problème, c'est-à-dire de prévention. Ça veut dire que, quand on a le monde dans Fort-de-France, maintenant, le cas sorti dans toute commune, c'est-à-dire qu'on a déposé au Fort-de-France. Non, quand machine, quand il va à pied aussi. Mais on a déposé quelques fois. Et si on fait mal arriver, on a mal arrivé au Fort-de-France. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je pense que la ville, l'errance n'est pas une pollution pour la ville de Fort-de-France. C'est peut-être même aussi sa capacité d'espace urbain. Et je crois que avec les brigades... notamment, Pardon, mais c'est pas une chance non plus, les Français. Non, ce n'est pas une chance. Mais c'est aujourd'hui une capacité de démontrer, et c'est ce qu'elle fait aussi la ville d'une certaine manière, comment on organise un espace urbain dans une ville voulue capitale, comme c'est le cas de ce projet de Fort-de-France. Mais il faut aussi, indépendamment de la ville qui est très généreuse, mettre aussi d'autres politiques publiques face à l'errance. C'est le cas de la psychiatrie. C'est le cas également des addictions multiples. C'est le cas de la désinsertion professionnelle. C'est le cas effectivement des affaires sociales. Et je crois que l'errance est une problématique tellement importante aujourd'hui. Tu parlais de 500, mais je pense qu'on pourrait bien utilement augmenter. Et les modélisations aujourd'hui faites à l'horizon de 2030 prévoient une errance de plus en plus massive, car les repères des jeunes ne seront plus là. Ça veut dire que ce seront l'errance notamment pathologique avec la maladie d'Alzheimer, notamment, et qui seront confondus dans ce flot d'errance. C'est un véritable problème de société. Et je crois qu'aujourd'hui, tu parlais pour Fred ou Fabien, les mêmes pas que moi d'accord. Émission qui a fini en ça. Ça veut dire que C'est qui ça va? C'est qui ça? oui, mais mon pas élevé. Mais on voit qu'aujourd'hui, et tu as raison, aujourd'hui, je crois qu'il est temps de poser des états généraux autour de ce phénomène-là et d'avoir une stratégie et un plan d'action solvabilisé avec plusieurs partenaires et acteurs de manière à pouvoir voir un problème de société qu'on voit à travers la lorgnette de l'insécurité, notamment pour un cas, mais c'est loin d'être le cas isolé. Mais je sais qu'aujourd'hui, par les modélisations, et l'intelligence artificielle nous permet encore de faire ça, c'est-à-dire un des avantages, qu'on va arriver à un phénomène tellement amplifié que l'errance deviendra un fait. On ne saura pas qui est l'errant et qui est le malade. D'accord, très bien. Alors, merci pour tes éclaircissements très professionnels. Michel, est-ce que c'est pas aussi parce qu'aujourd'hui, on parle d'hôpital d'hôpital ouvert? Est-ce que À ciel ouvert. À ciel ouvert, voilà. Bon, je ne suis pas un Hôpital, spécialiste. on les murs. Hors les murs. J'avoue que je ne suis pas un spécialiste des questions. Il y a des débats très importants entre professionnels de santé sur la manière dont il faut aborder les questions de psychiatrie. Bon. Donc je ne me prononce pas là-dessus. D'accord. Très franchement, ce qui est vrai, et ça date de trop longtemps, de très longtemps, c'est que le nombre de personnes ayant des troubles psychiatriques importants de comportement est très important à retenir. Et ça vient à un moment donné de parler des addictions. Avant, c'était l'alcool, maintenant, c'est beaucoup plus. L'alcool, le rhum. Bon. Le docteur. Jean Nicolas. Bien avant lui. Enfin, en tout cas, il y avait. Michel, je défends au travail à l'aise. Bon, il y avait un médecin. Il y avait un médecin qui s'occupait des cadavres, des tyran. Ah, Péronette. Péronette. D'accord. Le docteur Péronette a écrit plusieurs livres là-dessus. Oui. Et il explique que les maladies mentales étaient liées à l'alcoolisme. Oui. Bon. Je vais aussi citer un exemple que je connais d'assez près. Mon père, Charles Blanchy, a été magistrat en Guadeloupe, à Basse-Terre. Il habitait à Saint-Claude.
dans les années 1950. Le nombre de patients, à l'époque, il n'y avait pas d'hôpital en Martinique, l'hôpital psychiatrique. Tu as montré les ravages de l'alcoolisme en Martinique. Le nombre de patients martiniquais était supérieur au nombre de patients guadeloupéens. D'accord, très bien. Bon, eh bien, je crois qu'on a fait le tour. On a fait le tour. Juste un petit mot et puis je vais un petit mot, juste pour dire à Fred. Grégory va nous gronder. Parce que c'est pas la première fois qu'il dit ça. La dernière fois, il a affirmé qu'il était matraqué par la ville de Fort-de-France au titre des impôts, pour lui dire que, premièrement, la taxe d'habitation n'existe plus, donc on n'applique pas. Et que la seule taxe, le seul pouvoir fiscal qui nous reste, c'est le foncier bâti, bon, foncier non bâti, mais bon, Fort-de-France n'est pas tellement concerné par le foncier non bâti. Le foncier bâti, la ville de Fort-de-France n'a pas augmenté ses impôts depuis 18 ans. Très bien. Depuis 18 ans. Si les impôts augmentent, c'est lié à l'assiette ou à la base, selon la valeur locative. Et ça dépend de... Mais non, attends, nous, baisser l'impôt à quoi alors qu'on ait des besoins. Il faut que chaque monde a participé. Voilà, ça je voulais dire pour que la prochaine fois, Fred... Mais il va revenir dessus. Pas la même chose. C'est toi récidiviste. Alors, je fais une proposition. Une proposition, Michel, et je conclue parce que Grégory a besoin de partir. Je fais une proposition. Sur cette question de la situation fiscale, financière des collectivités, depuis 2-3 ans, l'Agence française de développement, qui est le principal bailleur, prêteur, il n'est pas qu'à bailler, il pas prêter. Bon, mais à des taux quand même, disons, inférieurs au taux des banques commerciales. L'Agence française de développement, c'est un organisme public, c'est l'organe de l'État français, l'intervention de l'État français dans le tiers-monde. L'Agence française produit un rapport parce qu'elle a une vision de toutes les communes de la Martinique. Et il y a longtemps que, d'ailleurs, nous leur demandions ça à la collectivité territoriale de Martinique, parce qu'ils ont une vision, ils ont les comptes des entreprises, des sociétés. Ils publient un collectivités. Rapport, ils publient un rapport chaque année. Ils viennent publier là le rapport 2023, mais sur les comptes administratifs des collectivités de 2022. Et on a, en plus, ce qui est intéressant, des comparaisons par rapport aux autres départements d'outre-mer. Très bien. Bon. Je pense que c'est intéressant. Un sujet intéressant. Au lieu de balancer n'importe quoi, on a des chiffres sérieux sur la fiscalité. Par exemple, il ne faut pas que ce soit trop technique. Par exemple, il te montre que les dotations de l'État, depuis 10 ans, ont diminué et que c'est grâce à l'octroi de mer et c'est grâce à, effectivement, l'augmentation de la fiscalité que les communes ont pu faire face à leurs dépenses de fonctionnement. Très bien. Absolument. En tout cas, nous parlons même rapport. Voilà. Merci à tous pour votre participation. Je suis vraiment navré, Grégory. Je sais qu'on a dépassé de près de 17 minutes le temps qui nous est imparti. Oui, c'est beaucoup. Merci pour ta patience. Chers téléspectatrices, téléspectateurs, nous vous remercions pour votre fidélité. Nous espérons que nous avons éclairé et nous souhaitons une bonne soirée, un bon week-end pour ceux qui nous regardent demain vendredi. Et à la semaine prochaine sur Zouk Télévision, sur le kiosque. Merci encore. Au revoir.